Bonjour tout le monde, ici Audrey et Catherine, les co-animatrices de Un peu de crime dans ton café! Et on a des grosses nouvelles à vous annoncer. Tenez-vous bien, j'espère que votre café est bien seté sur votre bureau. Attention, faites pas le saut. On va faire partie de la programmation du Festipod 2021! Yay! Et oui, le Festipod qui va avoir lieu du 2 au 3 octobre prochain au pub L'Adversaire dans Hochelaga Maisonneuve. Alors Catherine et moi, nous allons enregistrer un épisode live sur place. Ça va être à 17h le dimanche 3 octobre. Les billets sont en vente au www.festipod.com et tous les détails sont disponibles sur la page Facebook du Festipod. Et on va aussi vous tenir au courant et sachez que ça va être un épisode exclusif qu'on va enregistrer sur place. Naturellement, ça vous prend vos 2 doses pour y assister. Et sinon, nous, on a super hâte de vous rencontrer, alors venez en grand nombre, ça va être super le fun. Et sachez que si vous achetez un billet pour notre présentation, vous avez accès à tous les podcasts qui vont être enregistrés le dimanche après-midi. Donc à partir de 13h, vous pouvez rester là toute la journée. Vous pouvez venir juste pour nous aussi, parce qu'on sait que on est vos préférés, puis c'est correct, ça reste entre nous autres. Pas besoin de dire à personne. C'est correct. C'est comme nous avec Éric Bruno. Effectivement. Alors, rendez-vous au festipod.com et sinon, votre épisode de Un peu de crime dans ton café de cette semaine avec du crime et du café, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on se raconte des histoires de crime en buvant un bon café ou un mauvais café, ça arrive des fois, c'est triste, mais écoutez, life goes on. Je suis votre animatrice Audrey et aujourd'hui je suis avec mon grand chum, Catherine, comment ça va? Hello, ça va bien? On a décidé de fumer 12 paquets de cigarettes avant de commencer le temps aujourd'hui. On est devenus des grosses fumeuses. Aimez-vous nos nouvelles voix jazz? Écrivez-nous à petitcrime@gmail.com. Alors, Catherine, j'espère que t'es en shape, parce que là, aujourd'hui, on continue la grande série historique sur le FLQ. Donc, Je suis pas morte, mais je suis pas forte. En autant que t'es encore parmi nous, parlant d'être parmi nous, il y a Mégane, qui est encore avec nous parce qu'elle veut encore savoir la suite du FLQ. Elle veut savoir, on va-tu l'avoir, notre pays? Ben c'est ça, c'est bon ma vieux question. vierge. Je l'attends encore, notre pays. Ouais, il Si s'en vient. seulement j'avais une raison pour faire un épisode sur les référendums, si seulement... C'est pour ça que t'as Écoute, besoin d'une raison. Là. T'es rendu non. à... C'est ton 3e sur le FLQ, là. Ouais, mais ici, il y a que vraiment tu des crimes. Est-ce qu'il y a eu des Garde-toi. crimes dans les référendums? Ah, Ben, oui, je veux ok. dire, le scandale des commandites. Ah, c'est vrai. En tout cas, teaser pour un futur épisode. On met ça dans notre petite poche. Alors, avant de commencer à jaser de bombes, de pètes et de René Lévesque, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, Catherine? Aujourd'hui, on boit un autre café qui vient du Roasters Pack, mais puisque c'est le FLQ, on va boire un café québécois. Donc, le Roasters Pack, on a déjà parlé, c'est un service d'abonnement qui fait de la livraison de café. C'est un service qui est personnalisable. Donc, vous allez sur leur site internet et vous pouvez sélectionner le type de café que vous préférez, le type de torréfaction, si vous voulez torréfaction brune ou blonde ou noire. Ou Éric foncée, Bruno. ou Éric Bruno, ou toutes les options de torréfaction qui n'existent pas que je suis en train d'inventer. Ou si vous voulez, par exemple, du café déjà moulu pour une machine à espresso, ou pour un café filtre, ou encore du décaféiné, comme moi j'ai chez moi. Alors, le café que je vous présente aujourd'hui, je l'ai eu dans mon Roasters Pack décaféiné. Ça vient de Nectar Coffee Roasters, qui vient de la ville de Québec. Et ça s'appelle La Refuge Décaf. C'est un single origin, donc c'est un café qui vient d'un seul endroit. Il vient de la Colombie, et il a des notes de chocolat, de biscuits grammes et de noix.
Donc, comme vous avez pu remarquer, moi, j'aime bien ça, les cafés qui goûtent le chocolat. Miam, J'aime miam, ça, miam. c'est sucré. J'ai préparé ça dans ma presse française, servi avec du lait. Ça faisait un très, très bon café au lait, ça, à cause surtout de la douceur qui va avec le chocolat. Ce n'est pas du tout amer, ce n'est pas fruité, je vous rassure, ce n'est pas acide. C'est un café qui est très doux et qui se déguste bien le matin, mais aussi à n'importe quel moment de la journée, parce que c'est un décaf, fait qu'on peut en prendre à minuit puis on va dormir pareil. Yes, sir! Puis en plus, Yes, sir! quand ça menace qu'il y ait plein de bombes qui explosent dans la ville et que vous êtes vraiment on edge, ben un café décaf, ça pourrait peut-être faire du bien, hein, parce qu'on est déjà stressé de la menace des bombes. Absolument, sauf que là, je veux pas vous décourager, là, mais il y a aucune bombe. Là. À partir de maintenant, c'est terminé, il n'y a plus de bombe. Ah, mais je pense qu'il y a eu assez de bombes dans l'épisode d'avant, et je pense que... Il y en a eu en masse. Ça veut dire arrête pas de faire le saut, là. que tout va bien, puis on peut se reposer, puis que comme... Oui, on n'a plus du tout à être sur ses Ouais, gardes. Là. Le FLQ va être super sage à partir de va être maintenant. short and sweet comme épisode. C'est ça. 20 Maintenant, ils minutes vont juste adventure. nourrir les orphelins. In and out. C'est Ah, ça, oui, exactement. oui. Tout va se passer according to plan, in and out. Smooth. Tout est super bien planifié, comme vous allez voir. On Puis finit. l'exécution va être absolument impeccable. Parfait. Alors, nos tasses sont prêtes. Tu peux mettre ce moment vraiment très relax de notre histoire dans nos tasses. On est prête à mettre un peu de crème dans notre café. Oui, on va mettre du crème dans notre café. Cette fois-ci, on va mettre un ou deux, possiblement, kidnapping dans notre café. Parce que Oh. le FLQ est de retour, et cette fois-ci, ben, ils vont plus niaiser avec la POC, là. OK, c'est fini, monter des bombes, là. Ils sont de Non, non, retour pour vous jouer un mauvais tour. Un mauvais tour! Ah! Et donc, on en a parlé un petit peu à la fin du dernier épisode sur la FLQ, mais au début de l'an 1970, l'an de notre Seigneur, la police avait découvert des plans, des complots qui existaient pour enlever différentes personnes, dont le consul israélien et aussi un diplomate américain. Et donc, vous allez voir que dans cet épisode-ci, ça va débouler au niveau des kidnappings. Alors, barrez vos portes. Même ça sert à rien. C'est la Vous allez crise voir. d'octobre! C'est la Yay! crise d'octobre! Oh Donc, c'est l'épisode Noël! consacré à la crise d'octobre. Mes sources sont les mêmes que d'habitude, soit le livre de Darcy Jenish, 50 ans après la crise d'octobre de Jules Falardeau, et aussi FLQ, Histoire de mouvement clandestin de Louis Fournier. C'est mes trois sources principales, en plus d'une rétrospective qui était parue dans Le Devoir, et de quelques articles du Journal de Montréal. Oh, le journal de Mouria. Nous sommes maintenant... c'est vrai, précédemment, dans le FLQ. Le FLQ, faut toujours faire ça, Ouais. faut toujours rappeler. Le FLQ est un petit groupe terroriste, on peut les appeler comme ça, qui voulait faire l'indépendance du Québec, et pour arriver à faire l'indépendance du Québec, ils voulaient mettre de la pression sur le gouvernement et sur les institutions en posant des bombes. Le FLQ n'avait jamais comme objectif de faire des victimes humaines, mais plutôt de s'attaquer à des symboles qui représentaient la Confédération, l'institution, l'establishment, le capitalisme, et même le patriarcat. Dans ce cas-ci, on va commencer à parler du patriarcat Oh, aussi. oh. Là. C'était À des bas le révolutionnaires... à bas le patriarcat, surtout à bas le capitalisme, et en plus à bas les anglophones qui sont en train de tout voler nos jobs de patronat. On veut être des Fiboire. patrons riches québécois. On Yes. veut pas de capitalisme, mais on veut être les patrons. Exactement. On veut pas... Got it. What? Mais qui make sense? Est-ce que tu es en train de dire qu'il y a des choses paradoxales dans le FLQ? Il y en a Non. absolument pas. Euh, Non! Megan, Full cohérent. get off le bac du FLQ, là. Suffit. Ok, je vais ramasse, descendre. ramasse tes affaires, pis va-t'en! Je m'excuse, pendant mon Tu nom. veux-tu ton pays? Arrête, là. Tu veux-tu ton pays? Ah, c'est ça. Je on sais y est. si je le veux, là, maintenant. Vous êtes pas fait avec moi. Alors, dans les épisodes précédents, on a vu que le FLQ a été fondé en 1963, et de 1963 à 1970, ils ont été responsables de nombreuses attaques à la bombe qui ont fait des millions et des millions de dollars en dommages matériels, mais aussi qui ont fait 5 victimes. Wilfred O'Neill, Leslie McWilliams, Jean Corbeau, qui était un membre du FLQ, Thérèse Morin et Jeanne d'Arc Saint-Germain. Dorénavant, nous sommes au début de la crise d'octobre. La crise commence le 5 novembre 1970. James Cross est un diplomate anglais qui réside dans l'affluent quartier de Westmount, dont je vous parle tout le temps depuis le début de cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de bombes qui ont explosé à Westmount depuis la fondation du FLQ. Ça pète de James- partout. Ça pète de partout dans le quartier des riches anglophones. James Cross est né en Irlande en 1921. Il est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, diplômé en sciences politiques du Trinity College, et en 1947, il amorce une carrière de diplomate en tant qu'attaché commercial de la Grande-Bretagne.
Il occupe cette fonction au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Malaisie et finalement au Canada. Ah, il s'est promené, le monsieur Croche. Il s'est promené beaucoup. Partout dans le Commonwealth. Il s'est parmi partout dans le Commonwealth, bien sûr. C'est ça, les avantages d'être dans le Commonwealth. Yay! OK, maudit FLQ. Bon. James Cross arrive à Montréal en 1968. Il est présent lors de la parade de la Saint-Jean qui vire vraiment mal, là, le lundi de la matraque. Et à l'été 1970, il prend un petit sabbatique pour aller passer du temps en Angleterre. Mais en octobre, il est de retour. Il avait bu assez de thé et mangé assez de crumpets. Manger assez de crumpets avec de clotted cream. Et à son retour, James Cross est informé du complot qui a été découvert par la police pour enlever Harrison W. Burgess, le consul américain. Et la police est dépêchée pour surveiller le domicile de Burgess, mais pas pour assurer la protection des autres dignitaires étrangers à Montréal, ce qui va s'avérer être une très grave erreur. Voici un sifflet. Arrangez-vous avec vos affaires. La maison de James Cross se situe au 1297 Red Path Crescent, qui est sur le flanc sud du Mont-Royal. Cross est un homme très routinier qui aime prendre une petite marche dans Westmount pour bien commencer sa journée. Sinon, il lui arrive souvent de... Ouais, pour digérer son petit déjeuner, tu sais. Sinon, il lui arrive souvent de marcher jusqu'à son bureau qui se situe sur la rue Dorchester, qui est aujourd'hui la rue René-Lévesque. Mais en fait, dans Westmount, ça s'appelle encore Dorchester. D'où il supervise une équipe de 28 employés, des attachés commerciaux comme lui, ou des Montréalais qui font des tâches cléricales, parce que patronat anglais. Selon toute vraisemblance, les différents employés de James Cross adorent travailler pour lui. Il est décrit comme un homme charmant, avec un sens de l'humour raffiné. Tout le monde l'aime bien, James Cross. Et c'est pourquoi la femme de ménage n'est pas surprise le moins du monde lorsque ça cogne à la porte au matin du 5 octobre, toc toc toc, et qu'un jeune homme muni d'un gros paquet lui explique avoir un cadeau de fête pour James Cross. C'est sa fête? Je sais pas, c'était pas précisé, mais il faut signer le paquet. Puis là, la jeune femme de ménage portugaise, elle dit qu'elle n'a pas de stylo et... Parce que j'ai fait fondre tous mes stylos pour faire des bombes. C'est ça, exactement, la petite femme de ménage révolutionnaire. Mais non, c'est ça. Elle dit « mais j'ai pas de stylo. » Puis là, l'homme lui répond « En voilà un. » Et il sort non pas un stylo, mais un revolver dans l'intérieur de son manteau. Ah! Il devait être bien mélangé, je crée bien. Alors, il la pousse dans la maison. Mais c'est pas un stylo, ça, monsieur! Non! Fait que là, il la pousse dans la maison, suivi par 2 complices. Ils ont commencé à ouvrir le paquet, puis ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était pas un cadeau, c'était une mitraillette. Fait qu'il y a un gars qui a une mitraillette, un autre gars qui a un revolver. Ça peut être un cadeau quand t'es aux États-Unis, apparemment. Ben c'est ça, c'est un très beau cadeau. Fait Happy birthday, c'est 16, sweet 16, tape à mitraillette. Sweet 16, James Cross. Fait que les hommes armés traversent la maison et montent à l'étage. James Cross sort de sa chambre et se dirige vers la salle de bain, vêtu d'un t-shirt et d'une paire de bobettes, parce que bien sûr c'est le matin, tu sais, on est au matin. Fait que là, un des hommes armés lui dit de se coucher à terre ou il va mourir. Fait que James Cross fait ce qu'on lui dit. Il retourne dans sa chambre, il s'allonge sur le sol à plat ventre. L'homme lui passe les menottes. Cross est ensuite mené dans sa garde-robe parce que bien sûr il y a un walk-in closet, là, comme les riches, là. Et son kidnappeur l'aide à mettre des pantalons, des souliers, un veston par-dessus ses épaules pour cacher le fait que ses mains sont attachées dans son dos, bien sûr. Parle-moi donc de ça, un kidnappeur serviable de même. C'est gentil. Il a choisi son ticket. Oui. Il est beau son ticket, je vais vous le décrire plus tard, mais il était bien beau son ticket. Cette cravate-là a fait ressortir tes yeux. Alors, Cross et son kidnappeur retournent ensuite dans la chambre où les 2 autres hommes tiennent en otage la femme de Cross, qui s'appelle Barbara, et la femme de ménage, et la fille de la femme de ménage. Tout le monde était là. La femme de James Cross, qui est ben courageuse, dit alors au kidnappeur qu'ils doivent lui laisser le temps de dire au revoir à son mari, et elle se pitche dans les bras de James Cross pour l'embrasser une dernière fois. Oh my God! La petite madame courageuse! Oh, cute! Moi, je me serais pas pitchée devant des gars avec des mitraillettes pour embrasser mon chum une dernière fois, puis j'ai dit ça à mon chum l'autre jour, puis il était bien insulté. Non, sorry, non. Bonne chance! Bonne chance! On va peut-être se revoir un jour! Alors, Cross est mené dehors et poussé dans un taxi. On lui demande de s'allonger entre le siège avant et le siège arrière, et un tapis est lancé par-dessus lui pour ne pas qu'il soit repéré, mais aussi pour ne pas qu'il voie où il est mené. Les kidnappeurs conduisent pendant 5-10 minutes avant d'arrêter dans un garage. Ils font sortir James Cross et placent sur sa tête un masque à gaz avec les yeux peinturés noirs. Encore une fois, James Cross est poussé entre les sièges d'une autre voiture et conduit jusqu'à l'appartement où il sera détenu dorénavant, soit au 10 945 rue des Récollets, dans Montréal-Nord. Il y a peut-être du monde qui habite dans cet appartement-là aujourd'hui. Écrivez-nous un petit Magima-Pogo. Je tiens à dire, le masque à gaz avec les yeux peinturés en noir, méchant look de Borderlands ou de Mad Max, là, j'aime ça. Ouais, c'est un peu creepy. Hein. Ben, comme ça, il voyait absolument rien.
Mais qui est donc responsable de l'enlèvement de James Cross? Qui? C'est une cellule du FLQ baptisée la cellule de libération. La cellule de libération est menée La cellule par... de libération séquestre des gens. Ouais, mais c'est pour libérer le Québec, c'est pas pour libérer James Cross. J'avais quand même le... Get with the program, là, OK? Est-ce que C'est c'est ça. paradoxal, Fine. ça aussi? Oui, bon, OK, c'est pas grave. Faut casser des œufs pour faire une omelette. On Duh. continue, là. Bon. Alors, la cellule de libération est menée par Jacques Lanctot, dont on a parlé dans l'autre épisode Il est d'avant, de retour! qui a soit 24 ou 25 ans, parce que j'ai vu les deux âges dans les livres de Louis Fournier puis Darcy Jenish. C'est un petit gars qui a grandi dans le quartier Rosemont à Montréal. Il a étudié au collège Saint-Ignace. Il voulait devenir missionnaire en Afrique, mais durant ses études, il s'est aperçu qu'il était davantage charmé par la philosophie que la théologie. Oh! Alors, Jacques Lanctot fonde sa première cellule du FLQ en 1963. Il a 17 ans et Wow. garoche avec ses amis des bombes incendiaires sur des casernes alors que le collège Saint-Ignace le met à la porte. Parce que, tu sais, ça se concilie mal, là, de faire tes études classiques puis d'être un felkiste en même temps. Fait que, il se fait mettre à la porte et Jacques continue ses activités felkistes. Et là, le 24 juin 1968, pendant l'émeute de la Saint-Jean-Baptiste, Jacques Lanctot est brutalement battu par les policiers, c'est le lundi de la matraque. Il est inconscient et ensanglanté et un homme lui vient en aide, épongeant son sang avec son chandail. Cet homme, c'est Paul Rose. C'est un meet cute! C'est un meet cute de comédie romantique qui va mener à des choses épouvantables. Paul Rose, il enlève son chandail, puis là, il Faut monte juste le ses dire. abs. La musique qui joue. Oh my- Ta-da-da. Ah. Paul Rose vient aussi de Montréal, lui vient du quartier Saint-Henri et sa famille déménage sur la Rive-Sud pendant son adolescence. Il a un diplôme en sciences politiques du collège Sainte-Marie et étudie ensuite à l'UQAM, payant ses études en faisant des petits boulots. Paul Rose enseigne aux élèves à besoins particuliers, à la commission scolaire de Chambly pendant un bout. Et il n'est pas un homme engagé politiquement à prime abord. En fait, c'est vraiment l'émeute de la Saint-Jean et le lundi de la matraque qui vont éveiller sa flamme révolutionnaire. Et la rencontre avec Jacques Lanctot va être particulièrement déterminante et bouleverser le cours de la vie des deux jeunes hommes. Ils sont tombés en amour. Ah, parce que c'est vraiment des jeunes hommes. Fait qu'on l'a dit, Lanctot, il a 24 ou 25 ans, Paul Rose, il a 27 ans. Ils sont jeunes. Ils ont la vie devant eux. Mais en 70, en fait. Fait qu'il est encore plus jeune quand ils se sont rencontrés. Ils ont la vie d'un eux. Oh. Alors, Lanctot et Rose ont beau être des felkistes et ne sont pas intéressés par les bombes et la dynamite. Ils se retrouvent là-dedans, tu sais. Ils ont un point en commun parce que beaucoup d'autres felkistes étaient bien intéressés à construire des bombes, on l'a vu. T'sais. C'est vraiment nice, c'est vraiment nice. Fait qu'eux autres, c'est dans leur meet cute, ils ont réalisé que, il y avait un point en commun, c'est qu'ils aimaient pas ça, la dynamite. Eux autres, ils voulaient atteindre la libération du Québec d'une autre manière. Fait qu'ils commencent rapidement à collaborer. Leur objectif est non pas de renverser le gouvernement, parce qu'ils trouvent que c'est un objectif vraiment utopique, là, difficile à atteindre, mais plutôt d'accélérer le processus de changement de la société québécoise en emmenant le peuple à désirer le dit changement. Ils ont Vraiment l'impression que plus les... simple. Ben, oui, effectivement. On va changer Ok. les mentalités de tout le monde! Ah, ok. Ben On oui, va c'est changer ça. les mentalités de tout le monde en les convainquant de quelque chose. Ben oui. Ils ont l'impression que les bombes felkistes aliènent la population plutôt que les faire compatir à leur cause et créent des victimes innocentes. On l'a vu, c'est effectivement le cas. Initialement, la cellule de Paul Rose, qui elle s'appelle la cellule Chénier, en l'honneur d'un révolutionnaire qui date de l'époque des Patriotes. Donc la cellule Chénier et la cellule de Jacques Lanctot, la cellule de Libération. Les deux opèrent de manière indépendante, mais savent qu'elles veulent collaborer pour faire une action impressionnante. C'est comme un projet conjoint. C'est un featuring. C'est un... Ah oui, c'est ça! C'est la cellule de Libération featuring cellule Chénier. Yes, Fait que sir! Drop the les beat. cellules... Drop the beat. Les cellules savent aussi qu'elles doivent être beaucoup plus rigoureuses et mieux organisées que les petits felkistes basics qui posent des bombes puis qui lancent des cocktails Molotov pour ensuite retourner à leurs études. T'sais, eux autres, ça, c'est des real. Tisk. OK, ouais, c'est ça, là. C'est comme... Nous autres, on a besoin d'être vraiment rodés, là. Fait que, pour être vraiment rodés, ça va leur prendre des armes, des véhicules, des planques et du financement. C'est la cellule Chénier qui va s'occuper des levées de fonds, entre guillemets, pour les deux groupes. Fait que- On va laver des autos! On va Eh faire oui, des car wash. chocolat! Soupe spaghetti. Working at the car wash, yeah! Wow, wow, wow. Non, c'est pas ça. En fait, les levées de fonds de la cellule Chénier, c'est des braquages de banque et de la fraude. J'aime ça. C'est un bel euphémisme. On peut-tu quand même porter des bikinis? C'est ça. Fait que tout est Oui, prêt pas pour un la petit peu. levée de fond. Wink, wink.
J'aime ça. Fait que là, le groupe commet au total 12 braquages et amasse un butin d'environ 200 000 $, ce qui équivaut à... Est-ce que vous voulez deviner ça équivaut à combien d'argent aujourd'hui? J'ai un petit peu fait le saut. Combien? 200 000, t'as dit? 200 000 en 70. Oh boy. En 70, fait que je dirais à peu près pas loin de million. Ouais. 1 400 000. Quand même, est-ce que c'est quand même C'est- plus que... C'est beaucoup. un million, c'est presque 1,5 million, là. C'est assez pour les financer longtemps, là. Ah, il était loadé, le FLQ. À travers ça, ils ont aussi contracté de nombreux prêts sous de faux noms et obtenu des cartes de crédit de la même manière. Ils sont vraiment loadés, là. OK? Les cellules obtiennent aussi plusieurs appartements et résidences loués sous de faux noms, encore. Et il n'y avait pas la crise du logement dans ce temps-là, hein, parce qu'il y avait tout comme 3-4 appartements chaque, puis comme 4-5 maisons. Fait qu'ils ont un premier appartement au 3955 rue Saint-André, un autre au 5630 rue Armstrong à Saint-Hubert. La rue a depuis été renommée la rue Bachan. Je dis ça pour le monde qui voudrait aller scouter. Les gens qui veulent faire le petit tour FLQ. FLQ Tour. Le pèlerinage du Pèlerinage FLQ. FLQ. Les groupes possèdent aussi une maison de campagne à Sainte-Anne-de-la-Rochelle en Estrie et un Oh. garage sur Hey, la rue ils ont Édouard-Montpetit à Ils ont Montréal. même un chalet, tout. Ils ont même un investi chalet, dans puis- l'immobilier, ils sont smart. Hey, ils sont brillants, ils ont pas foxé leur cours d'économie, les autres. Là. En tout cas, maintenant, ils ont de l'argent, des armes, des maisons, des voitures. Ils sont partis pour la gloire. Hey, ils sont dans Grand Theft Auto, eux autres, là. Ils sont dans Grand Theft Auto jusqu'à ce que Jacques Langto se fasse pogner en février 1970 à cause de sa lumière qui fonctionne pas en arrière de son char. Là. On se rappelle de ça? Fait que, sauf que ils sont partis pour la gloire, sauf que Jacques Langto se fait arrêter en février 70 avec le gros panier pour kidnapper quelqu'un, tu sais. Et plutôt que faire face à la justice, Langto va se sauver et s'en va sous terre, underground. Il disparaît pour Il rejoindre... creuse un- C'est il un creuse un Mole trou. People! California Mole People! Il creuse un trou. California Mole People, là, c'est Montreal Mole People. Puis en fait, là, ce qu'il va faire à partir de ce moment-là, on va en reparler, mais c'est que il va... Jacques Langto, il était marié puis il avait un enfant, mais il va complètement abandonner sa famille, puis il va juste faire du couchsurfing chez des amis felkistes sans avoir d'adresse officielle jusqu'à la crise d'octobre. Maudits hommes! De février à octobre, c'est fou, là. Fait que là, le petit frère de Jacques Langto et les autres complices qui sont liés à la planque de Prévost, on a vu ça dans l'autre épisode d'avant, il y a eu une descente dans une maison à Prévost, ils ont arrêté le frère de Jacques Langto, bon, ils sont arrêtés en juin 1970, puis ça aussi, ça scrape le plan des cellules, parce que, ben, un des complices à Prévost avait en sa possession une map dessinée à la main qui montre l'emplacement de la ferme à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Fait que là, ça vient de brûler la maison à Prévost, la maison à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Écoute, là, c'est ça. La police est sur le coup, ils vont faire une rafle là-bas, ils trouvent de la dynamite, des armes, des véhicules. C'est ben de l'argent pitché par les fenêtres, puis ben des effectifs qui ont pu le FLQ. Fait que désormais, la maison au 5630 rue Armstrong devient la base de ces deux cellules-là. À Saint-Hubert. Mon Wood! Les cellules veulent agir vite et commencent à élaborer un prochain complot d'enlèvement. La sœur de Jacques Langto, Louise Cossette-Trudel, et son mari Jacques sont responsables du repérage. Ils arrivent à obtenir l'adresse de James Cross et le suivent pendant des jours et des jours pour avoir une idée détaillée de son horaire et de ses habitudes. Puis pendant ce temps-là, en août 1970, il commence à y avoir de la discorde au sein des cellules. Langto veut que le kidnapping se déroule le plus rapidement possible. Il est recherché par la police. Sa femme, qui a délaissé depuis février, est enceinte. Son frère est en prison. Lui, là, il veut que ça se règle pas bien. le plus vite possible, puis qu'après ça, il puisse quitter le pays, puis aller à Cuba. Ça faisait partie des demandes qu'il y avait sur les manifestes qu'on a trouvés, tu sais. Paul Rose, leader de la cellule Chénier, lui, préfère attendre. Il sent que la police en sait trop sur eux, suite au raid à Prévost et à Saint-Anne-de-la-Rochelle. Il maintient qu'ils n'ont pas assez d'argent ou de ressources pour procéder à un enlèvement, et en plus, il trouve que James Cross n'est pas une bonne cible. Oui, c'est un symbole du colonialisme culturel, mais pas de la domination étrangère sur l'économie du Québec. Moi, je trouve que le raisonnement est un peu weird parce qu'il était attaché commercial, la Grande-Bretagne. Fait que je pense que James Cross était une bonne cible. Je pense que J'en oui. reviens pas que j'ai dit ça en ondes, mais oui. Voilà. C'est une bonne personne à kidnapper. Bon. Donc, les cellules passent le tout au vote en septembre 1970 et c'est là que ça se scinde. Langto va continuer avec son complot d'enlèvement et Paul Rose et sa gang décident de se distancier de ça et se concentrer sur les braquages et l'acquisition des fonds. C'est la fin de leur amitié. C'est la fin, écoute. C'est ici qu'on va se séparer de la gang Rose et se concentrer sur la cellule de libération menée par Jacques Langto. Elle comporte 6 membres. Jacques Langto, sa sœur Louise et son mari Jacques. Fait que là, vu que tout le monde s'appelle Jacques, je vais utiliser les noms de famille des gens à la place, c'est un peu plus facile. Bon. Fait que Louise Cossette-Trudel, Jacques Cossette-Trudel, Marc Carbonneau, Yves Langlois et une jeune femme de 19 ans dont le nom n'a jamais été rendu public.
C'est les membres de cette cellule-là. Le 5 septembre, les choses se mettent en branle. Les Cossette-Trudel font la plupart des démarches. Ils quittent l'appartement sur Saint-André et en louent un autre au 10 945 des Récollets. Dans le livre de Darcy Jenish, elle disait que c'était à 25 km au nord du centre-ville. Puis ça, c'est absolument pas vrai. Puis on dirait que ça a été écrit par quelqu'un qui est jamais venu à Montréal. 25 km, t'es plus sur l'île de Montréal. Non. Ben non, c'est ça. Je comprends. Ça m'a vraiment C'est fait pas si grave que ça, là. Non. Il y avait un Pas de truc nord un moment donné au qui sud. disait que dans Westmount, t'étais à une affaire comme 14 km du centre-ville, puis j'étais comme, c'est absolument pas vrai. En tout cas, j'ai pas compris où il a pris ses mesures, là. Maudit Darcy Jenish. Fait qu'en tout cas, ils ont loué cet appartement au 10 945 des Récollets. Les Cossette-Trudel louent aussi un second appartement sur la rue Saint-Hubert pour servir de planque à Yves Langlois et Marc Carbonneau, et aussi d'endroit d'où imprimer et diffuser les communiqués de presse. Parce que il faut que tu communiques à la presse que t'as kidnappé quelqu'un, tu sais. Heads Ok. up! Allô, on a kidnappé quelqu'un. Allô? Fait que là, vous savez ce Dans qu'on le dit, journal. hein? J'invente une expression. Un enlèvement, c'est comme un récital de ballet, ça doit être pratiqué. Oh! Ah! Oh, j'aime ça! Fait que, ils vont faire des pratiques de kidnapping, pour vrai. Ils se pratiquent à saisir quelqu'un, le mettre dans un char, le transférer dans un autre char, mettre le casque, tu sais, le masque, tu sais, anti-gaz et tout, là, bon. Fait qu'ils se pratiquent à toutes ces étapes-là, à faire la route, à partir de la maison de James Cross, aller jusqu'à leur garage sur Don-Montpetit, du garage sur Don-Montpetit jusqu'au 10 945 des Récollets. Ils se pratiquent pour être sûrs d'avoir tout bien compris et, tu sais, d'avoir anticipé toutes les possibles déraillements à la situation. Si vous savez pas quoi faire en fin de semaine, là, pognez-vous une coupe de chum. C'est des pratiques de kidnapping. Vous allez être vraiment bon après pour traîner des gens dans des parties surprises. Ou faire des... ouais, c'est ça, faire des... avant ton mariage, là. Oui. Ah oui! Oh wow! Comment ça s'appelle, déjà? Un enterrement de vie de garçon. Ouais, c'est Ah ça, oui, faire ton un enterrement stag de garçon. party. Il y a tout le temps quelqu'un qui kidnappe quelqu'un dans ces affaires-là, là. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui est pas une bonne idée, vous allez traumatiser vos amis, faites pas ça. Ben c'est correct, en tout cas. Non. Bon, on C'est reparlera de correct, James Cross c'est plus juste... tard. C'est juste C'est une correct, ça. blague. C'est correct de se faire kidnapper. Fait que, en faisant les pratiques, la cellule de libération réalise en cours de route qu'ils vont avoir besoin d'un 7e participant, finalement. À 6, ils sont pas assez. Fait qu'ils recrutent un jeune révolutionnaire anglophone du nom de Nigel Hamer. Nigel, mon dieu. C'est un revirement vraiment inattendu parce que Hamer, c'est un anglophone, puis pendant longtemps, la police était pas capable de cerner qui faisait partie de ce groupe-là du FLQ. On va voir plus tard pourquoi. Mais c'est ça, quand son nom a fini par sortir dans les médias, les gens étaient... Ah! Il y avait un anglophone dans le FLQ, oh my god! Puis, il est trouvé C'est bien un- un yeet. Il vient d'une riche banlieue du West Island, en plus, mais c'est ça, c'est un jeune révolutionnaire. Et Hamer leur obtient encore plus de dynamite volée dans une carrière à Saint-Hyacinthe. Fait que là, bon, il y a encore plus d'armes qu'avant. Ils ont un 7e membre, OK? 7 is a lucky number. Puis là, ils sont prêts à procéder. Yes. Fait que là, on va retracer ce qui arrive. Le 5 octobre, les Cossette-Trudel partent du 10 945 des Récollets pour Westmount. Marc Carbonneau part de l'appartement de la rue Saint-Hubert et se rend à une station de taxi au coin Saint-Denis et Saint-Joseph où il a déjà travaillé en tant que chauffeur de taxi. Il entre et se dirige vers la table où sont entreposées les clés de taxi. Il prend un trousseau et il s'en va sans se faire remarquer. Il vole un taxi, il va ramasser Langlois, Lanctot et Hamer qui est déguisé en livreur. Oh. Carbonneau prend le temps de retirer l'insigne de Diamond Taxi et la remplace par une autre insigne, La Salle Taxi, pour semer la confusion. Le taxi file à travers Montréal. Arrivé dans Westmount, les hommes voient Louise Cossette-Trudel, qui est dans une autre voiture et qui surveille la maison de James Cross. Elle leur donne un signal comme quoi James Cross est bel et bien chez lui, et puis sa voiture s'en va. Le kidnapping est terminé en moins de 5 minutes. Il est Efficace. 8h20 le matin. C'était efficace en tabarnouche. Ils se sont pratiqués, ils étaient vrais. Ça valait la peine! Je sais pas si c'était une bonne run pour eux, mais à 5 minutes, Ils c'est étaient très comme on a battu efficace. notre record! Yeah! 5 minutes, ça inclut habiller un monsieur alors Oui. qu'il est en menottes, là. Oui. C'est quand même très bien. Puis à travers ça, on tirait sur personne. Ah ah. C'est merveilleux. Propre, Encore. propre. Fait que là, à 8h20 le matin, James Cross est parti, puis Barbara Cross, elle appelle la police dès que les kidnappeurs ont quitté son domicile. Et la chasse à l'homme s'ensuit. Là, il y avait un détail que j'ai pas inclus, mais je trouve ça drôle, je vais vous le conter pareil. Quand elle appelle à un poste de police francophone, puis ils comprennent pas qu'est-ce qu'elle est en train de dire, fait qu'ils envoient des policiers à, comme, l'ambassade de la Grèce. Ils envoient des policiers à la mauvaise place parce qu'ils ont pas compris de quoi qu'elle parlait. Il y a comme un petit bout de confusion au début. Oh mais non! éventuellement, la police comprend, puis ils bloquent des ponts pour sortir de la ville et fouillent des centaines de véhicules en vain. Mais ils finissent par trouver un manifeste de 8 pages de la cellule de libération dans une boîte postale à un pavillon de l'UQAM au Parc La Fontaine. Fait qu'il y avait un pavillon de l'UQAM au Parc La Fontaine dans le temps. Ah, c'est Ah. bien ça.
Ouais. Est-ce-tu l'espèce de grosse bâtisse qui est là? Ça se peut qu'il y ait comme un centre communautaire aujourd'hui, c'est possible. Le communiqué, le manifeste demande, une des premières demandes, c'est d'être lu en ondes. Le ministre de la Justice, Jérôme Choquette, il ne va pas accepter cette demande-là, mais il va par contre lire les demandes faites par le FLQ à la télévision. Il donne une conférence de presse à 16h, le 1er octobre, pour lire les 6 demandes et non pas l'intégralité du manifeste. Donc voici les 6 demandes. D'abord, la diffusion du manifeste du FLQ. Déjà là, on l'a pas fait. Deuxièmement, la libération des 23 prisonniers politiques du FLQ, y compris François Schirm, Pierre-Paul Geoffroy. Bon. Ensuite, un avion de transport vers Cuba ou l'Algérie pour demander l'asile politique. Ensuite, le réengagement des gars de La Palme. Ça, c'était 450 camionneurs à qui le gouvernement fédéral avait retiré un important contrat de transport postal et refusé le droit d'association à un syndicat. Fait qu'ils demandent le réembauchement de ces gars-là parce que c'est encore des syndicalistes, les fédéralistes. Oui. Ils demandent aussi l'imposition d'une taxe volontaire de 500 000 $ qui devront être placés dans l'avion dans lequel ils vont embarquer pour aller à Cuba. Fait qu'ils demandent 500 000 $ au gouvernement pour les aider à se relocaliser. Et aussi le nom du délateur du FLQ qui a livré les militants arrêtés en juin à Prévost, y compris le frère de Jacques Langto. On veut le snitch. Pour y donner ses stitches. Le gouvernement a 48 heures pour approuver les demandes du FLQ, sans quoi James Cross sera exécuté. Après avoir lu la liste des demandes, le ministre Choquette prévient les kidnappeurs que James Cross fait de l'hypertension et doit prendre un certain médicament. Au lieu de les inciter à le libérer, ça motive la cellule de libération à aller se procurer le dit médicament avec une prescription volée. Le ministre de la Justice, il pensait que ça allait les faire capoter puis qu'il allait dire oh non, on veut pas s'occuper de ça, on va pas cadrer, on va juste... aller au Mais non, On va aller chercher ses pilules. mais non, à la place, ils ont des envoyé... c'est ça, je pense qu'il avait envoyé Louise Cossette-Trudel, mais c'est ça, ils ont envoyé une des filles, là, puis avec une fausse prescription, puis il est allé chercher la médication, puis il y a eu aucun problème, puis ils l'ont tenu en santé. En tout cas. Fait que là, pendant ce temps-là, la police passe le manifeste reçu aux affaires de poudre d'empreintes, là, et prélève 2 empreintes distinctes qui sont rapidement associées à Jacques Langto et Marc Carbonneau, qui avaient déjà été arrêtés par la police. La police montre des photos à Barbara Cross de plusieurs felkistes ayant déjà été arrêtés, et elle identifie Jacques Langto comme étant un des kidnappeurs. Mais c'est tout. Bon. James Cross est désormais détenu dans une chambre à l'arrière du 10 945 des Récollets. Il porte une cagoule, et a maintenant les mains menottées devant lui plutôt que dans son dos. Cross demande aux kidnappeurs ce qu'ils veulent, et ils lui lisent, en réponse, leur manifeste. James Cross ne comprend pas tout lire parce un petit quelque chose. Pas vraiment bien français. Il faisait 8 pages. Non, c'est ça, tu sais. Fait qu'il on va te lire ça. Mais James Cross, il parlait pas très bien français, effectivement. Fait qu'il comprend pas tout, mais il comprend le ton et l'essentiel du message, et il sait désormais que sa vie est entre les mains des autorités, du gouvernement, entre autres. À part de ça, il est relativement bien traité. Je sais que les gens vont comme peut-être m'haïr pour dire ça, là, mais en tout cas, il est bien traité. Il a le droit d'écouter la radio et la télévision là, pendant qu'il a été kidnappé. Il peut aussi jouer au solitaire. Il y a toujours quelqu'un qui le surveille. Et il y a beaucoup d'animations dans l'appartement. Il y a des gens qui viennent avec différentes éditions de journaux qui lisent attentivement. Bien sûr, ils font attention à pas être vus directement. C'est pour ça qu'il y a sa cagoule, tu sais. Mais il y en a là-dedans, on va le voir un petit peu plus tard, qui passent du temps avec lui puis qui jasent avec lui. Ils sont friendly avec James Cross. Là. Puis il est bien nourri. Voilà. Oh. Puis il y a ses pelules. Il y a ses pelules. Il peut regarder la poule aux œufs d'or, tout va bien. Puis, écoute, il a donné une entrevue, tu sais, une couple d'années après ça. Puis il disait qu'il était très, il était très stoïque, puis il savait, à ce moment-là, justement, que la situation était pas entre ses mains, puis qu'il fallait qu'il se résigne à mourir. Puis il avait beaucoup de sang-froid dans cette situation-là. Il a l'air très courageux. Il était très calme et très courageux, effectivement. Puis... il était jamais dans la lutte, il n'y a pas eu de problème là, de son kidnapping. Il était séquestré là-bas, mais il était relativement bien traité par ses kidnappeurs, puis lui, il était pas hostile envers eux, il avait des bonnes relations envers eux. Bon. Dans les journaux, ça commence à se jaser. Claude Ryan du Devoir blâme les actions du FLQ sur une nouvelle vague d'enlèvements politiques en Amérique latine. Il urge le gouvernement à faire des concessions pour sauver la vie de James Cross. Jean-Paul Desbiens de la presse a la position contraire. Selon lui, si le gouvernement fait des concessions, ça va encourager le FLQ à augmenter ses demandes ou même à commettre d'autres enlèvements. On négocie pas avec les terroristes! C'est souvent la posture des gouvernements dans des cas comme ça. René ça, Lévesque Jean-Paul Desbiens, pense... c'est le frère Untel. C'est ça son pseudonyme quand il Oui, écrivait oui. dans les journaux, le frère Untel, ouais.
René Lévesque prend aussi position publiquement, quoique sa prise de position est justement moins claire parce que désormais il est le leader du Parti québécois. Fait qu'il a pas réussi à obtenir un siège au Parlement dans les dernières élections, mais il travaille activement en politique et il est aussi chroniqueur au Journal de Montréal. Puis là, il veut pas se fâcher le monde, tu sais. Fait que là, la position de René Lévesque est équivoque parce que ça lui permet d'éviter justement de s'aliéner les partisans du PQ et les partisans du FLQ et, d'une autre part, de pas s'aliéner le gouvernement Bourassa. Fait que là, lui, ce qu'il dit, c'est que on doit dénoncer le kidnapping, mais on doit aussi déplorer que les jeunes militants du Québec aient à utiliser des moyens aussi violents pour se faire entendre par le gouvernement. Voilà. Justement, tout le monde se demande comment va réagir le gouvernement. La réponse officielle arrive le lendemain, le mardi 6 octobre. C'est Mitchell Sharp, qui est ministre fédéral des Affaires étrangères, qui fait une déclaration télévisée pour dire que les demandes du FLQ ne sont pas raisonnables et que le gouvernement n'a pas l'intention de se plier à leurs demandes, mais il espère que le FLQ va accepter de négocier pour que le tout se règle dans le calme et la joie de vivre. Mitchell explique aussi au FLQ que le gouvernement va refuser de négocier tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de preuve que James Cross est encore vivant. Parce que historiquement, pas au Canada, mais historiquement, c'est déjà arrivé des demandes de rançon pour des gens qui étaient morts dans des kidnappings. Bon. Mais le FLQ ne fait pas ça et va juste continuer à distribuer des communiqués au lieu de fournir une preuve de la vie perpétuelle de James Cross. Ils vont juste continuer à distribuer des communiqués à des journaux et à des stations de radio et de télé. Les nouvelles circulent à une vitesse incroyable et souvent le public est informé des développements avant les politiciens et avant la police. Parce que le FLQ, ils s'en foutent, là. Ils vont pas aller voir la police avec leur communiqué, ils vont appeler CKAC, puis ils vont aller porter ça à Radio-Can, puis c'est ça, là, tu sais. Parce qu'ils ont un message à faire passer, fait que... Oui. Si ça passe par la police, ils vont faire comme non, mais pas ça dehors. L'échéance du 48 heures passe, et le FLQ choisit de repousser son échéance de 24 heures encore, en espérant que les négociations puissent être enclenchées avec le gouvernement entre-temps. Ils publient un 5e communiqué dans lequel ils abandonnent une partie de leurs demandes initiales, mais maintiennent la demande de libération des prisonniers politiques et la lecture du manifeste en ondes. Le 7 octobre, 27 suspects sont arrêtés et questionnés par la police. Donc c'est des gens qui étaient déjà dans la mire de la police parce que c'était des sympathisants felkistes ou des anciens felkistes qui étaient libérés, tu sais. Mais aucun n'est en mesure de les mener à James Cross. Les suspects sont aussi amenés devant Barbara Cross et la femme de ménage des Cross, mais les deux femmes sont incapables d'identifier un suspect. La plupart sont relâchés avant la fin de la journée. Et que ça fait 2 jours, là, 7 octobre. 8 octobre. Mitchell Sharp accepte enfin que le manifeste soit lu dans son entièreté sur les ondes de Radio-Canada. Fait que là, arrive le moment tant attendu où je vous lis des extraits du fameux manifeste du FLQ. Yeah! Vous pouvez l'écouter en intégralité dans les archives de Radio-Canada, c'est disponible sur YouTube. C'est bien intéressant. J'ai coupé le texte parce qu'il était très long, mais je vais vous souligner mes passages préférés. Donc, on commence. Go! Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple québécois prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgée à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules. Nous avons cru, un moment, qu'il valait la peine de canaliser nos énergies, nos impatiences, comme le dit si bien René Lévesque, dans le Parti québécois. Mais la victoire libérale montre bien que ce qu'on appelle démocratie au Québec n'est en fait et depuis toujours que la démocratie des riches. La victoire du Parti libéral, en ce sens, n'est en fait que la victoire des faiseurs d'élections, Simard, Cotroni. Oui, il y en a des raisons à la victoire libérale. Oui, il y en a des raisons à la pauvreté, au chômage, au taudis, au fait que vous, M. Bergeron de la rue Visitation, et aussi vous, M. Legendre de Ville de Laval, qui gagnez 10 000 $ par année, vous ne vous sentiez pas libre en notre pays, le Québec. Oui, il y en a des raisons, et les gars de la Lord les connaissent, les pêcheurs de la Gaspésie, les travailleurs de la Côte-Nord, les mineurs de la Iron Ore, de Québec Cartier Mining, de la Noranda les connaissent eux aussi ces raisons. Oui, il y en a des raisons pour que vous, M. Tremblay de la rue Panay, et vous, M. Cloutier, qui travaillez dans la construction à Saint-Jérôme, vous ne puissiez vous payer des vaisseaux d'or avec de la belle zizik et tout le fling-flang comme l'a fait Drapeau l'aristocrate, celui qui se préoccupe tellement des taudis qu'il a fait placer des panneaux de couleurs devant ceux-ci pour ne pas que les riches touristes voient notre misère. Oui, il y en a des raisons pour que vous, Madame Lemay de Saint-Hyacinthe, vous ne puissiez vous payer les petits voyages en Floride, comme le font avec notre argent tous les sales juges et députés. Nous en avons soupé, et de plus en plus de Québécois également,
d'un gouvernement de mitaines qui fait 1001 acrobaties pour charmer les millionnaires américains et les suppliant de venir investir au Québec, la belle province où des 1000 carrés de forêts remplies de gibier et de lacs poissonneux sont la propriété de ces mêmes seigneurs tout-puissants du 20e siècle. Des promesses de travail et de prospérité, alors que nous serons toujours les serviteurs assidus et les lèche-bottes des big shots, tant qu'il y aura des Westmount, des Town of Mont-Royal, des Hampstead, des Outremont, tous ces véritables châteaux forts de la haute finance, de la rue Saint-Jacques, de la Wall Street, tant que nous tous Québécois n'aurons pas chassé par tous les moyens, y compris la dynamite et les armes, ces big boss de l'économie et de la politique, prêts à toutes les bassesses pour mieux nous fourrer. Nous sommes de plus en plus nombreux à connaître et à subir cette société terroriste, et le jour s'en vient où tous les Westmount du Québec disparaîtront de la carte. Travailleurs de la production, des mines et des forêts, travailleurs des services, enseignants et étudiants, chômeurs, prenez ce qui vous appartient, votre travail, votre détermination, votre liberté. Travailleurs du Québec, commencez dès aujourd'hui à reprendre ce qui vous appartient, prenez vous-même ce qui est à vous, faites vous-même votre révolution dans vos quartiers, dans vos milieux de travail. Faites vous-même votre révolution. Nous sommes des travailleurs québécois et nous irons jusqu'au bout. Nous voulons remplacer avec toute la population cette société d'esclaves par une société libre, fonctionnant elle-même et pour elle-même, une société ouverte sur le monde. Notre lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas longtemps dans la misère et le mépris un peuple en réveil. Vive le Québec libre. Vive les camarades prisonniers politiques. Vive la Révolution québécoise. Vive le Front de libération du Québec. Wow, j'ai des frissons. Ouais, c'est vraiment bon. Ça valait la peine quand même, hein. C'est vraiment bien. Je sais que je suis biaisée, mais je peux pas m'empêcher de souligner que c'est un texte qui est vraiment fort, vraiment bien écrit. C'est très rassembleur. Il y a beaucoup de haine là-dedans, mais honnêtement, c'est... Mais moi, je trouve ça admirable, le vocabulaire qui est écrit là-dedans, qui est comme à la fois... C'est ça, comme tu dis, c'est très bien expliqué, comme toute la lutte des classes, mais que toute la haine puis le vocabulaire québécois mélangé avec l'anglais, c'est du génie, bravo. Oui, absolument. J'aime aussi les appels directs au peuple, c'est... Ouais. Je sais pas, il y a quelque chose de vraiment comme prenant là-dedans, là. Puis le fait qu'il décrit justement toutes les injustices puis le double standard du petit peuple qui peut pas se payer des voyages, qui peut pas se payer des bateaux, puis tous les politiciens qui s'enrichissent là, dans nos poches comme les gros investisseurs américains, c'est un texte qui représente très bien la situation socio-économique à l'époque puis les raisons pour lesquelles le FLQ a fait ce qu'il a fait. Le 9 octobre, soit le lendemain de la lecture à la télévision du manifeste, le FLQ diffuse 2 nouveaux communiqués, dont un qui contient une note de James Cross à sa femme lui assurant qu'il est encore en vie. Le FLQ suspend sa menace d'exécuter James Cross, mais maintient sa demande de libération des prisonniers du FLQ. Et il donne aux autorités jusqu'au samedi 10 octobre à 18h pour réagir. À ce stade-ci, la police en sait très peu sur ce qui se passe. Toujours le 9 octobre, la police révèle au public qu'elle recherche Jacques Lanctot, mais... À part Carbonneau, la police ignore toujours qui pourrait être les complices de Jacques Lanctot, puis il y en a 5 autres. Et puis, le 10 octobre, quelques minutes avant l'échéance de 18h, le ministre provincial de la Sécurité, Jérôme Choquette, tient une conférence de presse pour annoncer que la position des 2 gouvernements n'a pas changé. Les lois ne peuvent pas être amendées par le blackmail et le gouvernement refuse de négocier avec le FLQ. Choquette termine son annonce à 18h15 et, à peine quelques minutes plus tard, les stations de radio et de télévision interrompent leur programmation régulière pour annoncer une nouvelle de dernière heure. Le ministre Pierre Laporte a été kidnappé par le FLQ. River Suno! Ouais, c'est ça. River Suno! River Suno, haha! Ah! Mais là, après septembre, quand il y a eu justement la scission entre la cellule de Chénier et la cellule de Libération. Le break-up! Que fait donc la cellule de Paul Rose? C'est l'heure de parler d'eux autres. D'abord, ils sont seulement 3. Meanwhile, back at the ranch, dans la cellule de Paul Rose, la cellule Chénier, ils sont seulement 3. C'est Paul Rose, son frère Jacques et Francis Simard. Lorsque James Cross se fait kidnapper, les Roses tombent des nues. Ils sont aux États-Unis en voyage de financement. Et ils apprennent la nouvelle à la radio. Ils s'en doutaient pas du tout. Leur méthode de financement, c'est d'acheter des chèques de voyage, puis d'arpenter les États-Unis en visitant différentes branches ou banques ayant issu des chèques pour leur expliquer que leurs chèques ont été volés puis s'en faire donner d'autres. Oh. D'accord. C'est merveilleux. Fait que c'est comme ça qu'ils font de l'argent, et dès que les Roses entendent parler de l'enlèvement de James Cross, ils commencent à planifier un nouvel enlèvement. Fait qu'ils reviennent au Canada rapidement,
et finissent par jeter leur dévolu sur Pierre Laporte, qui est le bras droit de Robert Bourassa et le ministre du Travail et de l'Immigration dans le gouvernement québécois. Ils vont le kidnapper et le tenir en otage à leur bungalow du 5630 rue Armstrong, qui a été loué sur un faux nom. Ils réalisent qu'ils vont avoir besoin d'un 4e acolyte, alors ils recrutent le jeune Bernard Lortie, qui a 19 ans, un petit gars de Gaspé. Ils sont pas pratiqués, eux autres, par exemple. Non, ils sont en roche, c'est ça l'affaire. Pierre Laporte réside à Saint-Lambert. Fait que le 10 octobre, soit le jour de son kidnapping, Pierre Laporte se prépare à déguster un souper de l'Action de grâce en compagnie de sa famille. Miam miam. Miam miam miam, la dinde, du gravy. Il joue au ballon avec son neveu devant sa maison, quand se pointe une Chevrolet 1968 verte conduite par Paul Rose. En sortent Paul et Bernard Lortie, armés de carabines, avec des guns. Ils font monter la porte à bord et lui bandent les yeux. Le neveu de la porte a la présence d'esprit de noter le numéro de plaque du véhicule, le 9J2420, ce qui va permettre à la police de retracer son propriétaire. L'enlèvement sème un vent de panique. Dimanche le 11 octobre, un communiqué de la cellule Chénier est retrouvé dans les poubelles près de la station de radio CKAC à Montréal. Le communiqué annonce que Pierre Laporte sera exécuté le soir même si le gouvernement maintient sa ligne dure. Oh boy. Le communiqué a été déposé par Paul Rose, qui a monté à Montréal en taxi. Voilà. Et distribue un autre communiqué la journée même qui est accompagné d'une lettre de Pierre Laporte à Robert Bourassa, l'implorant de négocier et lui disant de décider de sa vie ou de sa mort. Ça, c'est une citation directe. C'est dans tes mains, Robert, là. C'est dans tes mains, Robert, tu décides de ma vie ou de ma mort. Ouais. Niaise pas. Cette fois-ci, le gouvernement réagit. Robert Bourassa monte à Montréal avec toute sa gang et s'établit un quartier général dans la suite, à l'étage supérieur de l'hôtel Reine-Élisabeth. Bourassa et son cabinet se rencontrent pendant toute la journée du dimanche pour débattre. Désormais, c'est devenu une affaire personnelle. C'est son ministre qui s'est fait kidnapper. Laporte était son numéro 2 après tout. Et la menace se rapproche dangereusement du premier ministre. À 22h, l'heure prévue de l'exécution, Bourassa fait une déclaration à la télévision. Il dit que le gouvernement est ouvert à négocier pour sauver la vie de James Cross et Pierre Laporte, mais qu'il veut aussi mettre en place des mécanismes pour garantir que la libération des prisonniers politiques du FLQ ait comme résultat la libération des otages. C'est des processus qui prennent longtemps, là, tu sais, faire sortir des gens de prison. Bourassa demande au FLQ d'entrer en contact avec lui. Ce que les deux cellules vont faire séparément. À 2h du matin, la cellule de libération émet une réponse sur les ondes de CKLM. À 10h du matin, la réponse de la cellule Chénier est diffusée. Les deux incluent des lettres de James Cross et de Pierre Laporte, respectivement, au premier ministre. Les deux cellules choisissent aussi un avocat pour les représenter dans les négociations, Robert Lemieux. Robert Lemieux a 29 ans et c'est un mouton noir du droit québécois. Il a les cheveux longs et une moto. Il a fait son barreau, il a étudié à McGill et il a commencé à travailler dans une firme de droit très prestigieuse, mais il n'a pas fait long feu. Parce que, en 1966, la firme a reçu une demande pour aider des militants du FLQ, et l'histoire a complètement bouleversé Robert Lemieux, qui a commencé à négliger tout le reste jusqu'à ce que sa femme et ses enfants le quittent et qu'il se fasse mettre à la porte de son cabinet. Seigneur. Il a été complètement converti par le FLQ, puis désormais, c'était complètement pilled, il était pareil comme moi. Fait que Lemieux... Il est tombé dans le rabbit hole du FLQ. Il est tombé dans le rabbit hole du FLQ. Peut-être qu'il s'est fait lire le manifeste en entier puis il était comme « Wow, c'est donc bien écrit. » Wow. Lemieux est devenu l'avocat officieux du FLQ et a commencé à vivre dans l'hôtel Nelson sur la place Jean-Cartier à Montréal, parce que, tu sais, sa femme l'avait mis dehors, là. Et c'est de là qu'il va tenir une série de conférences de presse à la demande du FLQ. Dans ces conférences de presse, Lemieux accuse les policiers d'avoir effectué des arrestations et des saisies avec des faux mandats et le gouvernement d'être de mauvaise foi. Je suis pas saillante. Et il conclut aussi une entrevue radio avec des mots d'encouragement pour le FLQ. « Lâchez pas, les gars. » À ce moment-là, le ministre Jérôme Choquette décide de le faire arrêter pour obstruction à la justice. L'avocat? Ouais. Oh non, oups. Ah non, il va être arrêté plusieurs fois, Robert Lemieux, pour obstruction à la justice. Oh apparemment. Là, le 13 octobre, c'est la panique généralisée. 3500 policiers montréalais font des perquisitions et des fouilles dans des résidences personnelles, en plus de surveiller différents édicules de métro, surtout celles près des stations CKLM et CKAC, où le FLQ avait déjà distribué des communiqués de presse. Ceux qui sont postés à Longueuil aperçoivent aussi Paul Rose 3 fois, mais personne n'arrive à procéder à son arrestation. Parce que c'est mis du Crisco. Petit Paul, il leur glisse entre les doigts. La première fois qu'il est aperçu, c'est à 10h du matin lorsqu'il prend un train pour Montréal. Il y a 2 policiers qui le suivent, mais ils perdent sa trace dans la foule. Paul Rose réussit à se sauver de la police et prend un taxi pour se rendre chez un de ses amis sur la rue Saint-Alexandre à Longueuil. Là, il jase avec son ami, soupe avec sa famille, et après le souper, il demande à son ami de lui donner un lift vers le centre-ville.
Conscient du fait qu'il pourrait être arrêté à n'importe quel moment, Paul Rose se déguise. Il se frappe une brique contre les sourcils jusqu'à ce que ses sourcils enflent, et puis il met de la cendre dans sa barbe et dans ses sourcils. Il enfile ensuite un large manteau, un chapeau et s'engouffre dans la voiture de son ami. Oh my god! Méchant makeover, toi. Dedication! La voiture est interceptée par des policiers, justement, mais les policiers ne reconnaissent pas Paul Rose et le laissent partir. Il y a un gars qui est vraiment badly beat up à côté de toi, mais on va rien faire. Va à l'hôpital, hein? Il y a pas de l'air fort. C'est tes affaires, hein, ça te concerne. Fait que Paul Rose se rend à Montréal pour rencontrer Jacques Cossette-Trudel. C'est la première fois que les deux cellules sont en contact depuis la fin août. Ils discutent du sort de leurs otages et déterminent que James Cross devrait être épargné. Pour Pierre Laporte, c'est un peu moins certain. Son sort est laissé à la discrétion de la cellule Chénier. Sauf qu'on n'est pas certain de cette information-là, ça provient du livre de Darcy Janisch, mais Louis Fournier, dans son livre sur la FLQ, affirme qu'il n'y a eu aucun contact entre la cellule Chénier et la cellule de libération pendant les kidnappings. Fait que je sais pas pourquoi Darcy Janisch a inventé ça, mais en tout cas, on sait pas. Il écrit de la fanfiction. Soit ils se sont parlé, les deux cellules, ou soit ils se sont pas parlé, puis ils ont juste pris des décisions indépendamment. Bon. Pendant ce temps, Robert Lemieux, l'avocat du FLQ, il est relâché de prison avec promesse de comparaître pour pouvoir rencontrer Robert Demers, l'avocat du gouvernement. Et là, c'est Lemieux et Demers qui ont encore le même prénom parce que tout le monde s'appelle Robert puis Jacques. Les négociations ne vont pas bon train. Demers raconte par la suite qu'il était convaincu que Lemieux avait été pilled, assimilé, endoctriné, par le FLQ. Lemieux monologue et les négociations ne débouchent pas. Ensuite, Lemieux tient une conférence de presse flanquée des maudits Pierre Vallière et Charles Gagnon sont encore là, eux autres sont revenus. Ils sont revenus de voyage, là. Ils sont revenus de voyage, c'est ça. Mais aussi flanqués de Michel Chartrand, le leader syndical. Lemieux, il fait un résumé des négociations de la journée qui, selon Demers, était très déformé et loin de la réalité. La conférence de presse est cacophonique et chaotique. Les felkistes huent les questions des journalistes auxquelles ils ne veulent pas répondre et crient des « en français » lorsqu'on leur pose des questions en anglais. Bouh! C'est bouh! En français! C'est un train wreck total. Puis en plus, Lemieux a fait ça contre la volonté de Demers qui avait dit à partir de maintenant, on fait plus de conférences de presse. Là, t'as vu la dernière fois que t'as fait des conférences de presse, puis on t'a fait arrêter pour obstruction pour la justice. Puis Lemieux était comme ouais. Puis il sortait les négociations, puis il retournait à l'hôtel puis faisait une conférence de presse. C'était fou. Il y a des grosses Rudy Giuliani vibes, je trouve. Je suis d'accord. C'est aussi le 13 octobre qu'on a droit à la fameuse entrevue où Pierre Elliott Trudeau réaffirme la ligne dure du gouvernement. L'armée est à Ottawa et le vaillant Premier, le premier ministre, est interviewé par le journaliste de la CBC, Tim Ralph, qui lui exprime qu'il est mal à l'aise avec le fait que l'armée soit là et il craint que le Canada devienne un État policier. Pierre Elliott Trudeau semble zéro impressionné par ces craintes et allégations et explique à Tim Ralph pourquoi l'armée est là et jusqu'où il est prêt à aller. Voici un extrait de leur conversation, traduction maison, parce que l'entrevue était en anglais. Et là, Megan, tu vas faire le journaliste et moi, je vais faire Pierre Elliott Trudeau. C'est moi, Tim Ralph. Tim Ralph. Il faut que j'aille un accent anglais. Ah, tu l'interprètes comme tu veux. Je vais y aller normal. C'est quand même un long échange. C'est quand même un long échange. Non, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe avec tous les gars avec des guns, là? Oh, vous avez remarqué? Ben oui, j'ai remarqué. J'aime pas ben ça. C'est quoi qui vous inquiète, mon chum? Ben, je veux pas vivre dans une ville avec plein de monde avec des guns. Est-ce qu'ils vous ont maltraité? Non, mais ils ont maltraité des amis à moi. Puis ils faisaient quoi, vos amis? Ils prenaient des photos. C'est légal, ça, non? Ben oui. Ça m'inquiète pas, moi. Je trouve que c'est naturel, s'il y a des politiciens qui se font kidnapper, que l'armée soit là pour protéger les gens de ça. Êtes-vous en train de dire qu'on devrait se plier aux demandes du FLQ? Non, je pense pas qu'on devrait faire ça. Mais on se protège pas contre le chantage non plus? Ben, si on fait ça, on va devenir un État policier avec des forces armées dans toutes les villes. Vous pensez pas qu'on aurait dû protéger Pierre Laporte puis James Cross? Ben non, ça prendrait ben trop de monde. Bah. Quoi? On a une grosse armée. Les journalistes qui ont couvert l'histoire jusqu'à date ont fait ça d'une manière un peu irresponsable. Vous aimeriez commenter là-dessus? Ben, je pense qu'ils devraient en parler un peu moins. Plus on en parle, plus on leur fait de la publicité. Vous devriez pas, genre, arrêter de les qualifier de bandits aussi? Mais vous pensez pas que c'est des bandits, le FLQ? Je pense que vous devriez peut-être pas secouer un drap rouge devant leur face. Ils tiennent 2 de vos amis en otage. Mais j'ai pas dit qu'ils étaient des bandits. Je parlais des gars du FLQ qui sont en prison et ont été condamnés pour leurs crimes. Des bandits. Je refuse de les qualifier de prisonniers politiques. Ils en sont pas des prisonniers politiques, c'est des hors-la-loi. C'est pour ça qu'ils sont en prison. Anyway, l'armée est là pour aider les policiers à faire leur job en paix. Mais vous pensez pas que ça va virer en état policier, vous? C'est vous qui décidez de faire rentrer l'armée, c'est votre décision, pas celle du FLQ. C'est pas ma décision. On a tous le choix.
What a dick. Mon choix, c'est de vivre dans une société qui est libre et démocratique. Et une des choses que je dois accepter pour que ça fonctionne, c'est la possibilité que des gens comme vous soient kidnappés. Quoi? En tant que gouvernement, c'est notre devoir de protéger les membres du gouvernement et le gouvernement même du chantage. Je suis certain qu'avec du recul, vous préféreriez qu'on ait protégé M. Cross et M. Laporte de leur enlèvement. C'est certain, mais j'en reviens au choix que vous avez besoin de faire. Il y a beaucoup de cœurs sensibles qui aiment pas ça voir des gens avec des guns. À ces gens-là, je dirais « go on and bleed ». C'est plus important maintenir la loi et l'ordre dans la société que de s'inquiéter des faibles qui aiment pas voir des casques. À n'importe quel prix, vous seriez prêt à aller jusqu'où pour ce principe-là? Regardez-moi aller. Just watch me. Vous iriez... C'est le Just Watch Me, ouais. Vous iriez jusqu'à réduire les libertés individuelles. L'écoute électronique, par exemple. L'écoute électronique illégale! Je pense que le gouvernement doit prendre tous les moyens possibles pour se battre contre l'émergence d'un pouvoir qui remet en cause celui de l'État. I mean, fascist much, là? Donc, on va arrêter ça pour l'entrevue. L'entrevue est plus longue que ça. Vous pouvez aussi aller l'écouter sur YouTube. Le commentaire sur le fascisme, c'est moi qui le dis, c'est pas Tim Ralph. Il a pas dit son opinion comme ça. Tim Ralph, il est très... mais c'est toute une joute verbale, honnêtement, de les voir aller. Ces deux-là, c'est assez impressionnant. Et donc, c'est ça, regardez-moi aller. C'est Pierre-Éliott Trudeau qui a dit son célèbre « Just watch me », quand on lui a demandé, justement, jusqu'où il serait prêt à aller pour défendre le Canada et protéger les politiciens. On va garder avec mes bras! Ah ouais! Ah ouais! Faire de l'école électronique! Alors, on est désormais le 14 octobre. Lemieux annonce aux journalistes qu'il se retire des négociations, mais il accepte de rencontrer Demers de nouveau après la diffusion du 9e communiqué du FLQ. Le communiqué est daté du 14 octobre, donc le jour même, et rejoint la station CKLM à 5 h du matin. Les kidnappeurs y renouvellent le mandat de représentation de Lemieux et les négociations reprennent. Pendant les négociations, selon Demers, Lemieux est hostile. Il lui dit que c'est à Demers de déterminer les conditions sécuritaires pour la libération des prisonniers politiques du FLQ et que c'est aussi à Demers de négocier avec les gouvernements de l'Algérie et de Cuba pour s'assurer que les kidnappeurs puissent y trouver refuge. Fait qu'il dit, regarde ça, c'est ça les conditions qu'on a là. Puis moi, je fais pas une once de job, là. C'est à toi de t'arranger pour que toutes ces conditions-là se réalisent. C'est ça. Demers se trouve un peu hostile. Demers accepte de contacter le ministère des Affaires étrangères et il conclut la négociation d'une entente. Avec une entente, pardon, Demers et Lemieux. C'est fini les conférences de presse, là. Lemieux, tu vas te calmer un petit peu, là. Mais Lemieux donne une conférence de presse moins d'1 heure plus tard. Parce qu'il aime ça parler à la presse. Il est pas capable de pas faire une conférence de presse. Il est pas capable de pas faire une conférence de presse. Fait que Demers est en beau joie le vert, il appelle Lemieux et il l'engueule comme du poisson pourri, lui donnant rendez-vous à Québec pour poursuivre les négociations dans un autre cadre. C'est ça. Qu'est-ce que tu comprends pas, là? Je suis en train d'essayer de faire du travail pour débloquer des négociations avec les différentes ambassades et tout, puis l'autre, il fait juste n'importe quoi. Mais au lieu de... perdre ta gueule pendant une journée. Fait que Demers invite Lemieux à le rejoindre à Québec pour négocier ailleurs que, disons, à l'hôtel Nelson où est-ce qu'il était, là, dans le Vieux-Port, là, tu sais, en terrain neutre. Mais au lieu de se pointer à Québec comme prévu, Lemieux se pointe à un rassemblement d'étudiants en sciences sociales à l'UQAM, accompagné de Pierre Vallière et Charles Gagnon. Ils lisent le manifeste du FLQ et encouragent les étudiants à faire des manifestations et des grèves. Yay! Ah... Je reconnais Lucas. On a reçu le message 10 sur 10. Je reconnais Robert Lemieux aussi, puis Pierre Vallière. Une pétition paraît aussi initiée par René Lévesque pour urger le gouvernement à négocier pour sauver la vie des otages. Elle récolte 150 signatures, les 150 signatures obligatoires, et paraît le lendemain dans Le Devoir. Dès le lendemain, le 15 octobre, des leaders étudiants des collèges et universités francophones organisent des grèves et autres mesures pour supporter le FLQ. Vallière et Michel Chartrand font le tour des institutions pour donner des discours à la demande des différents syndicats étudiants. Oui. Ouais, je veux juste mentionner, l'UQAM, ça existe depuis 1969. Donc ça faisait même pas à peine un an que... Ça faisait même pas un an au complet parce que c'était... Non, ouais. Ça faisait un petit peu plus qu'un an que l'UQAM était ouverte. Puis c'était déjà comme, ouais, non, nous autres, on va lire le manifeste du FLQ, c'est ça. Ça mettait la table. Ça mettait la table, effectivement. Donc, là, on est le 15 octobre. Au Théâtre Jésus, il y a 800 étudiants de l'UQAM qui se rassemblent sur l'heure du dîner pour entendre Vallière et Chartrand. Et après le lunch, pas question de retourner en classe. Une partie va aller occuper le bureau du recteur à l'UQAM et une autre va organiser des levées de cours et des manifestations. Oh, des levées de cours! Des levées de cours! D'ici la fin de la journée, le recteur décide de fermer l'université. En fin de journée, Lemieux donne une autre maudite conférence de presse. Il y a une annonce qu'il a reçu de l'information privilégiée. Son cours! Je sais!
Il est pas capable. Il annonce qu'il a reçu de l'information privilégiée voulant que le gouvernement a découvert l'emplacement des cellules Chénier et de Libération et s'apprête à frapper avec violence. Il demande au gouvernement une confirmation de cette information, mais à la place, le gouvernement Bourassa émet une déclaration claire. La demande d'extradition des kidnappeurs a été acceptée. Le gouvernement est prêt à recommander la libération conditionnelle acceptée de 5 prisonniers politiques du FLQ. Fait qu'on confirme pas qu'on sait son où, mais on a accepté conditionnellement 2 des demandes du FLQ. Le mieux est complètement hors de lui. Il tient une dernière conférence de presse durant laquelle il déclare qu'il s'est fait mettre dehors des négociations et que le gouvernement se moque de lui. Il quitte l'hôtel Nelson et se joint à un rallye pro-FLQ d'entre 1500 et 5000 personnes à l'Arena Paul Sauvé où il y avait la grève de la police. Yeah! Là-bas, le comédien Marc Garneau lit le manifeste du FLQ dans son intégralité. La foule scande « FLQ! FLQ! » Et Vallière les excite encore plus en déclarant, et je cite, « Le gouvernement dit que le FLQ est une petite bande de criminels, mais ce n'est pas vrai. Vous êtes le FLQ. » Il urge la population à organiser sa propre libération. Le rallye se termine vers 11h30, sans intervention policière. Fait que le FLQ, c'était les amis qu'on s'est fait en chemin. Oh. Mais dans les coulisses, se trame quelque chose de très important et de très grave. Depuis le 11 octobre, en secret, le gouvernement Bourassa presse le gouvernement Trudeau à appliquer la loi sur les mesures de guerre. Le principe de cette loi-là est double. D'abord, il s'agirait d'envoyer l'armée à Montréal pour arpenter les rues et protéger les domiciles des ministres, diplomates et politiciens en tout genre. Ensuite, la loi des mesures de guerre suspendrait l'échéance de libération pour les suspects appréhendés par la police. En temps normal, la police a X nombre de temps pour porter des accusations contre un suspect, sinon il est relâché. Avec la loi des mesures de guerre, la police pourrait détenir et interroger ces suspects pendant 21 jours, en plus de faire des perquisitions sans mandat. Oh boy. Je sais exactement où ça sort. Ouais. À 12h45, le 15 octobre, le ministre Choquette réquisitionne les corps armés pour venir en aide aux policiers montréalais. La loi sur les mesures de guerre est ensuite approuvée dans la nuit du 15 au 16 octobre. Et, à 4 heures du matin le 16 octobre, Pierre-Éliott Trudeau suspend la Charte des droits et libertés et décrète un état d'insurrection en vertu de la loi des mesures de guerre. Dès l'aube, la police de Montréal et la SQ commencent une razzia. Ils procèdent à 350 arrestations et des milliers de perquisitions, 4600 avec mandat et 31 700 sans mandat. Au total, plus de 500 personnes seront écrouées, en plus de celles qui sont détenues momentanément et n'apparaissent pas dans les bilans. À travers ça, la police n'est pas plus près d'appréhender Lanctot, Rose et leurs gangs respectives. Parmi les arrêtés, on retrouve Reggie Chartrand, le gars des Chevaliers de l'Indépendance. Oh non! Stanley Gray, qui avait organisé l'insurrection de McGill français l'année précédente, mais aussi le poète Gérald Godin et la comédienne Pauline Julien. Oh! Donc, ils ont arrêté 500 personnes, mais ça les a pas rapprochés parce qu'il y a personne là-dedans qui était des collaborateurs avec les 2 cellules qui étaient responsables. C'est une grosse perte de temps. C'est une grosse perte de temps qui a traumatisé tout le monde. Les journaux et le public pendant ce temps-là soutiennent et saluent les mesures de guerre. Un sondage réalisé plus tard va démontrer que le gouvernement a alors le soutien de 89% des anglophones et 86% des francophones, selon Darcy Jenish. Mais je pense qu'on peut prendre ça avec un grain de sel, parce que le FLQ avait beaucoup de soutien, on l'a vu, dont de la part de personnalités publiques et politiques comme René Lévesque. Puis il va y avoir de plus en plus de soutien à l'avenir, on va en reparler. Pendant ce temps, au 5600 rue Armstrong, Pierre Laporte n'a pas de fun pantoute pendant son kidnapping. Alors que James Cross passe ses journées à jouer au solitaire et à regarder la TV en compagnie de Lanctot, Cossette Trudel et toute la belle gang, Pierre Laporte est en train de péter aux frettes en bon français. D'abord, à la cellule Chénier, on mange juste du spaghetti en canne parce qu'on n'a plus d'argent. On se rappelle qu'ils étaient en train de faire leur virée de voler des chèques de voyage aux États-Unis quand ils sont revenus en urgence pour kidnapper Pierre Laporte. T'sais. À un moment donné, Pierre Laporte demande à manger quelque chose d'autre, mais les gars qui le surveillent là, n'ont pas d'argent. Alors Pierre Laporte va leur donner 20$ pour qu'ils fassent venir du poulet barbecue et des club sandwich. Miam! Fait qu'il doit payer lui-même pour sa bouffe de kidnapping. Ça va pas bien. Le jour, la radio et la télé sont allumées en permanence et Laporte attend avec impatience les nouveaux développements. Il est d'abord réjoui d'apprendre que le gouvernement a l'intention de négocier, puis il est bien découragé quand Bourassa revient sur sa parole et fait entrer l'armée à Montréal. Selon Francis Simard, le vendredi, qui est un des kidnappeurs, le vendredi 16 octobre, Pierre Laporte semble de plus en plus désespéré et il semble s'écrouler émotionnellement.
Il entend en fin de journée que Robert Bourassa arrête officiellement les négociations et, dans un effort mené par le désespoir, Pierre Laporte tente de s'enfuir. Il défonce une fenêtre, mais il n'arrive pas à quitter la maison. Il a réussi à se défaire de ses menottes, mais il n'a pas pris le temps de retirer le bandeau sur ses yeux. Oh mon Dieu, il était en panique. En panique, c'est ça, c'est un acte irréfléchi, désespéré, complètement paniqué, là. Il a réussi à défoncer une fenêtre, ça fait longtemps qu'il mange pas bien, tu réfléchis pas très bien non plus, puis il doit pas avoir dormi beaucoup non plus. Non, c'est ça. Non, c'est ça, effectivement. Lui, il est vraiment en train... Émotionnellement, là, il est plus là, là. Francis Simard, il racontait dans son... il a écrit un livre sur la crise d'octobre par la suite, il racontait que il était dans un état quasi catatonique là, pendant les dernières journées, là. Il répondait pas quand on y parlait, il réagissait pas, il bougeait pas, il était... Mentalement, il était plus là du tout, là. Alors, on est le 16 octobre. Bernard Lortie quitte l'appartement et se rend jusqu'à Montréal pour alerter Paul Rose, qui est caché dans l'appartement d'une certaine Louise Véraud, une de ses amies. Paul discute avec Lortie, puis avec son frère au téléphone, et ensuite quitte l'appartement pour emménager au 3720 Queen Mary, chez une autre de ses amies, Colette Thérien. Ni Lortie ni Paul Rose ne retourneront au 5630 rue Armstrong. Jacques Rose et Francis Simard demeurent seuls avec Pierre Laporte, qui va mourir dans quelques heures à peine. La mort de Pierre Laporte arrive le samedi matin, le 17 octobre. Il existe 3 versions différentes de la mort de Pierre Laporte que nous allons examiner une après l'autre. On pourra en discuter par la suite. D'abord, il y a la version de Paul Rose. Paul Rose a déclaré aux policiers de la SQ suite à son arrestation qu'il est revenu au 5630 rue Armstrong le vendredi 16 octobre vers 7 heures du soir. Il a discuté avec son frère et Francis Simard, qui lui ont raconté la tentative d'évasion de Pierre Laporte. Les 3 felkistes ont ensuite passé la nuit à surveiller la porte, un après l'autre. Le samedi 17 octobre au matin, ils ont discuté la loi des mesures de guerre, qui était en fonction depuis une journée, là, et surtout comment ils devraient assassiner Laporte et se débarrasser de son corps. Ils l'ont ensuite tué de sang-froid. 2 d'entre eux tenaient Pierre Laporte, alors qu'un 3e l'étranglait avec la chaîne que le politicien portait à son cou. Ensuite, on a la version de Francis Simard. Celui-ci affirme que Jacques Rose et lui étaient seuls avec Pierre Laporte le 17 octobre. Ceci est corroboré par Colette Thérien, l'amie chez qui Paul Rose venait de se réfugier, qui affirme que Paul Rose n'a pas quitté son appartement, ni le vendredi, ni le samedi. Francis Simard affirme que Jacques Rose et lui ont débattu toute la soirée du 16 et le matin du 17 de ce qu'ils devraient faire avec Pierre Laporte. Le libérer, le tuer. Et finalement, ils ont choisi de le tuer, mais Simard a oublié les détails et ne veut pas s'en souvenir. Finalement, la version du rapport sur les événements d'octobre 1970 par Jean-François Duchesne. Duchesne est avocat pour le ministère de la Justice du Parti québécois en mai 1977. Le ministre de la Justice, Marc-André Bédard, lui confie le mandat de mener une enquête sur les événements d'octobre 70. Selon Darcy Jenish et aussi selon Louis Fournier, le rapport de Duchesne comporte des failles importantes. Il n'a pas pris la peine d'interviewer un bon nombre de personnes impliquées dans cet événement, dont l'ancien premier ministre Robert Bourassa, et n'avait pas le pouvoir de convoquer des gens par subpoena pour qu'ils témoignent à son enquête. Cela dit, Duchesne a interviewé les kidnappeurs de James Cross et ceux de Pierre Laporte. Voici donc la version des faits de ce rapport. Au matin du 17 octobre, Pierre Laporte est devenu hors de contrôle. Il est désespéré. Il offre de l'argent à ses kidnappeurs en échange de sa libération. Simard et Rose planifient de libérer Pierre Laporte. Ils veulent le mettre dans le coffre de leur voiture et laisser la voiture dans le stationnement de l'hôpital Charlemagne à Greenfield Park parce qu'il était blessé. Il a essayé de sortir par une fenêtre cassée. Là. Mais avant que ça arrive, Pierre Laporte est en proie à une crise d'agitation très violente et commence à crier. Il porte un gros col roulé en laine et une chaîne d'or au cou. Un de ses kidnappeurs l'agrippe par le col pour l'empêcher de crier et d'alerter les voisins. Le kidnappeur a un mouvement de tourniquet avec le col et, quand il le relâche, il réalise que Pierre Laporte est mort. Jacques Rose et Francis Simard sont horrifiés par ce qui vient de se passer. Suite à la mort de Pierre Laporte, Simard et Rose appellent Paul Rose pour leur annoncer que Pierre Laporte est mort et pour discuter les prochaines étapes. Ils vont mettre le corps de Pierre Laporte dans le coffre de leur voiture et l'abandonner sur le terrain de la Wandel Aviation à Saint-Hubert. Jacques Rose conduit la voiture dans laquelle se trouve le corps de Laporte. Simard le suit dans une autre voiture. Ils vont abandonner la voiture avec le corps de Pierre Laporte devant la Wandel Aviation et filer à Longueuil, où ils abandonnent leur véhicule et montent à Montréal en autobus. Ils rejoignent Paul Rose au 3720 Queen Mary. Et Paul Rose rédige un communiqué déclarant que le meurtre de Pierre Laporte était intentionnel, une exécution politique. Il incite aussi ses acolytes à prendre en groupe la responsabilité partagée du meurtre. Le communiqué est dissimulé sous un annuaire à l'entrée du théâtre Port-Royal dans la place des Arts. Selon Louis Fournier et Darcy Jenish, c'est la version la plus probable. Paul Rose place ensuite un appel à CKAC vers 10h30 du soir. Un journaliste de CKAC se rend au théâtre pour récupérer le communiqué.
Le communiqué contient un croquis grossier de l'endroit où pourrait être trouvé le corps de Pierre Laporte. Le journaliste du CKAC se rend sur place, accompagné d'un photographe de la presse, et quand il voit qu'il y a bel et bien une voiture, là, il appelle la SQ. La SQ s'amène avec une équipe de désamorçage d'explosifs au cas où le coffre soit piégé. La mort de Pierre Laporte est annoncée sur les ondes de CKAC à minuit 25. Pour conclure cet épisode, je vais vous lire le communiqué de la cellule Chénier annonçant la mort de Pierre Laporte. Je cite « Face à l'arrogance du gouvernement fédéral et de son valet Bourassa, face à leur mauvaise foi évidente, le FLQ a donc décidé de passer aux actes. Pierre Laporte, ministre du Chômage et de l'Assimilation, a été exécuté à 6h18 ce soir par la cellule Dieppe Royal 22e. Vous trouverez le corps dans le coffre de la Chevrolet verte 9J2420 à la base de Saint-Hubert. Nous vaincrons. FLQ. PS. Les exploiteurs du peuple n'ont qu'à bien se tenir. » Fin de la citation. Et c'est ce qui conclut mon épisode sur la crise d'octobre. Oh, ça finit mal! Ouf! Ouf! C'était une bonne place pour finir ça, hein? Ben oui, parce que là, on va falloir qu'on aille se remettre de nos émotions. Ben là, c'est rough, là. Alors, qu'est-ce que vous pensez des 3 versions sur la mort de Pierre Laporte? Moi, je pense que c'est le truc du col roulé, puis Paul Rose, il va être un big bad boy, puis comme ça donner de la crédibilité, là, clairement, ça ferait beaucoup de sens, à mon avis. Moi aussi, en plus que tu nous as dit que Paul Rose, quand il est sorti de prison, il a dit « Je n'ai aucun regret et je recommencerai demain », c'est clairement quelqu'un qui joue au tough guy, là, puis... Mais c'est ça, puis qui a jamais tué personne. Tu peux pas admettre que c'était une erreur, que c'était juste un accident, là, comme... Je pense qu'il se sent trop humilié par la situation, puis il est comme « Ok, je vais essayer de flip it pour avoir l'air d'un révolutionnaire full tough », mais non, selon moi, c'est vraiment un bête accident qui est arrivé, puis en plus, Francis qui dit comme « Ah, je sais pas, je m'en rappelle pas trop, je pense que c'est une admission de c'était une erreur vraiment, vraiment conne. » Puis Paul me regarde avec des gros yeux, fait que je vais pas vous l'avouer. Je suis d'accord avec ça, parce que Jacques Rose puis Francis Simard, ils avaient respectivement comme 23 puis 25 ans. C'était des jeunes gars. Bien sûr, ils n'ont jamais tué personne. Moi, je les vois très bien le tuer accidentellement, parce qu'ils l'ont garrotté avec sa chaîne, c'est ça qui est arrivé, tu sais. C'est pas long, faire ça. Non. C'est pas long, un accident comme ça. Puis je les vois très bien capoter, monter en ville. Même pas, on va pas dire ça à Paul au téléphone, là. On va aller le voir, on n'a plus rien à faire ici, là. Il faut qu'on parte le plus vite possible, là. Puis, je les vois très bien monter en ville, puis Paul Rose dire « Ok, mais il faut qu'on prenne la responsabilité en gang, parce que si on dit pas que c'est une exécution, on a l'air des faibles. On a l'air d'une gang qui est mal organisée. » Comme si le gouvernement vont savoir que, comme, on sait pas ce qu'on fait qu'ils vont juste, comme, rentrer dans le tas. Ça enlève toute la crédibilité au mouvement, là. Comme, ils ont plus rien pour négocier. Exactement. Ils vont admettre qu'ils sont vraiment une gang de petits gars qui ont peur, t'sais. Exactement. Je veux dire, à ce moment-là, l'histoire de James Cross est encore détenue par l'autre cellule. Absolument. Puis James Cross va être détenu pour longtemps encore. On va en parler dans le dernier épisode. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines! Donc c'est ça, le dernier épisode va couvrir ce qui s'est passé par la suite avec James Cross, la police qui a fini par retrouver les gens du FLQ et la question de l'exil. Il y a certains FLQistes qui ont été exilés à Cuba, effectivement. Il y en avait déjà, tu sais. Et on va en reparler. Il y en avait déjà 2 là, qui va hijacker un avion, là, ils vont revenir. Ils s'attendaient avec des pina coladas. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment on va aller avec Cuba? Mais c'est ça. Moi, c'est pour ça aussi que je pense que l'histoire de Darcy Janish, là, de Francis Simard qui rencontre Jean Cossette-Trudel pour décider du sort des otages, que c'est pas vrai, que c'est une fabrication du FLQ par la suite pour avoir l'air organisé. Pour dire, OK, on avait déjà décidé qu'on tuerait pas James Cross, puis que le sort de Pierre Laporte était entre les mains de la cellule Chénier, puis il pouvait décider ce qu'il voulait faire avec. Je pense que c'est pas vrai du tout. C'est une autre façon de se sauver en face. Ah oui, définitivement. Ouais. Ça ferait beaucoup de sens. Moi, j'y crois pas pantoute. C'est de la fanfiction! Je ne pense pas que ce soit de leur faute, et je pense pas que c'était intentionnel. Je pense vraiment pas que ces hommes-là étaient partis avec l'intention de tuer Pierre Laporte. Peu importe ce que Paul Rose a dit par la suite. Et vous pouvez nous écrire pour argumenter avec nous. Ben oui. @gmail.com. Parce que moi, je suis aussi pire que Robert Lemieux, là. Moi, j'ai été complètement assimilée, là, par... Catherine, arrête de faire des conférences de presse! C'est ça! Une autre conférence de presse, c'est ta 6e aujourd'hui! Lâche les stationnements des centres de jardinage! Aïe, aïe. Entre le salon de crémation pis le sex shop, là.
Des lieux privilégiés pour Oh. faire des annonces vraiment importantes. Ouais. Grosse Absolument. Giuliani vibes. Oh my god. Fait que, oui, c'est ça, écrivez-nous pour nous dire un peu de crème à gmail.com parce que c'est ça, moi, je suis totalement, là, moi, je serais devenue l'avocate du FLQ, là, en 2 minutes. Ouais. J'aurais été convaincue direct de même, moi, je t'aurais tout Ah. hébergé ça, cette gang-là, ben oui, envoyez les frères Roses, venez vivre chez nous, pis T'aurais été la Sidney Powell du FLQ. Avec des petits prints léopards. Fait que c'est ça, écoutez, si vous aimez ça, cette formule de cas super long sur 4 épisodes, écrivez-nous pour nous le dire, un peu de crème à gmail.com, parce que ça a été de la job, mais si vous aimez ça, je pourrais peut-être considérer d'en faire d'autres. Ben, c'est correct, là, moi, je vais me primer pour vous faire la grève d'asbestos. Ben oui, c'est ça, exactement. Ça aussi, ça va être Parfait. un truc de plusieurs épisodes. Parce que j'ai hérité des journaux que ma grand-mère avait ramassés à l'époque. T'as hérité de tout le poids de cet héritage-là, c'est à toi, là. Ouais. Puis des roches d'amiante qu'on fait juste avoir chez nous. Et qui fait capoter tout le monde. Nice! Une lampe en amiante. Yes, sir. Un meuble Ben, en pour amiante. vrai, Un plafond en amiante. ben, dans la maison de mes grands-parents, des roches d'amiante servaient littéralement de décoration, là. Mais tant que t'es manipules pas trop, c'est pas dangereux. Ah, mais C'est ça. moi puis mes cousins et cousines, on passait nos doigts dessus, fait que là, on avait plein de filaments sur les doigts, puis on se courait après en criant qu'on était des monstres, là. Oh, Ok, ça, c'est plus dangereux. belle enfance. Belle Oh, ambiance dans la l'innocence de l'enfance. Yes, sir! C'est ça, jouer avec de l'amiante. Mais je rentrerai pas trop dans les détails, vu que j'ai prévu vous parler de asbestos. Asbestos! Alors, merci à tous et toutes d'avoir été des nôtres pour la partie 3 de la grande saga du FLQ, de FLQ Wing. Vive le FLQ! Alors, témoignez-nous de votre appréciation ou de votre pas appréciation. Recommandez-nous des cafés, recommandez-nous d'autres cas au unpeudecrime@gmail.com. Vous pouvez aussi nous écrire directement sur Facebook @unpeudecrime. Vous pouvez nous suivre sur Instagram @unpeudecrime dans ton café. Et aussi, si vous avez un petit 5 minutes to spare, si vous pouviez nous donner une note sur Apple Podcasts ou sur Facebook, recommander la page ou mettre une cote sur la page, c'est ce qui nous permet d'avoir un peu plus d'exposure et ce qui fait en sorte que les algorithmes sont un peu plus gentils avec nous et que un jour on va pouvoir come for Joe Rogan. Yay! Merci encore d'avoir été des nôtres. On vous invite à revenir la semaine prochaine pour un cas un peu plus léger et à revenir dans 2 semaines pour la suite du FLQ. La Et- fin du Filk. La fin du folk. Alors, si ça vous intéresse, nous allons maintenant commencer le segment consacré à District 31, les 2 minutes de Babine. Et si ça ne vous intéresse pas, Vous avez le droit. on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. On se revoit bientôt pour mettre un break cream dans votre café. Et sinon, voici, ce sont les 2 minutes de Babine qui commencent. 2 minutes de Babine! Ok, fait que là, partner, là, il faut qu'on se parle. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'espère que t'as bien rempli ta tasse, là. Ouais. Ta belle tasse de SPGM. Jusqu'au bord. Yes, sir. Là, j'ai un problème. Parce qu'on a C'est quoi? commencé une affaire, là. Ouais? C'était l'histoire d'une madame qui arrive au 31 pour faire une plainte, comme quoi qu'elle s'est fait agresser. Puis elle est pleine de bleu, là. Elle a même pas été à l'hôpital, elle est juste venue nous voir direct. C'est ça qu'il faut faire. Yes, sir. Puis là, Florence puis Noélie prennent sa déposition. Puis la dame leur raconte qu'elle est professeure dans une école secondaire, qu'elle donne des cours d'été. Et elle dit qu'elle s'est fait agresser par un de ses étudiants en rentrant chez elle. Ben voyons donc. Parce que c'est un de ses étudiants vraiment difficile et qu'elle avertit souvent puis qui est en train de couler son cours de maths. Puis quand on lui demande, mais tu sais, est-ce que vous l'avez vu vous attaquer? Elle dit non, parce qu'il portait une cagoule. Alors je l'ai... Classique. Mais j'ai reconnu sa démarche, probablement sa petite démarche de yo, là. Oh non! Ça démarche de petit bum. Sa démarche de petit bum. Mhm. On arrête le jeune homme qui a 16 ans. Et en passant à l'arrestation, c'est une scène que j'ai vraiment beaucoup aimée parce que dans le fond, il fait du skate dans le parc avec ses chums. Puis il se fait arrêter par Bruno Gagné et Super Poupou. Nice! En passant, je sais pas pourquoi Poupou était là, il est au crime organisé. Parce qu'il y a personne qui se préoccupe de ces affaires-là. C'est des esprits libres, OK? On Alors- est des esprits libres au District 31. Alors, la voiture arrive. Bruno et Stéphane sortent et disent suis-nous, on a des questions pour toi. Et le petit gars pitch son skateboard et part en courant dans le parc.
Mais ça va bien plus vite sur ton skateboard. Ouais, me semble. Il est bien tweet. Ben ouais, c'est vrai, il a pas pensé à son affaire, là. Alors Bruno se retourne et regarde Stéphane et fait « Ben en way, Stéphane! » Puis Steph est comme « Oh, comment ça? » Puis Bruno est comme « Parce que en way! » Là, Stéphane soupire et part en courant parce que c'est dans le canon de District 31 que Stéphane, c'est celui qui est en shape. Ah ouais, il est en shape, là. Une shape légendaire. C'est l'homme bionique. Alors, ils arrêtent le jeune homme et l'amènent pour se faire questionner. Puis là, lui, il dit « Ah non, 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 j'étais au centre d'achat avec mes chums, on était en train de chiller, puis de probablement faire du grabuge, puis d'être vraiment fatigant. » Mais là, entre-temps, le père du jeune homme, il arrive, puis il commence à engueuler tout le monde. Parce que son fils est mineur, donc il devrait pouvoir être accompagné par un adulte, mais en même temps, il est pas en état d'arrestation, il est juste là pour se faire questionner. C'est vrai. Alors... Je ne connais pas la loi, mais je fais confiance aux policiers du District 31. Alors, il se met à engueuler surtout Florence et Noélie, parce que, comme, you know, misogynie. Et là, le commandant Chiasson arrive, puis il le fait asseoir dans la salle d'attente, puis il dit « Là, toi, mon petit gars, tu vas te calmer! » Puis j'étais chez nous, puis j'avais peur du commandant Chiasson. C'est un gros bonhomme, Gilderoy. T'es imposant. Et le petit garçon qui dit « Non, 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 j'étais avec mes chums, j'ai pas attaqué ma prof, c'est full pas vrai. » Ben, Daxia, elle fait de la géolocalisation, et elle peut confirmer que le téléphone était proche du domicile de la professeure à l'heure de l'agression. Non! Et on saisit les caméras de surveillance du centre d'achat et on peut voir que le jeune homme arrive un bon 30 minutes après ses chums. Fait que non, non, non! Ce n'est pas vrai! Alors, le jeune homme est mis en état d'arrestation, il me semble, pour avoir agressé sa professeure. Et là, le père, espèce de bonhomme vraiment pas commode, se met à stalker la professeure pour lui demander de retirer sa plainte. Ben là, voyons donc, c'est pas le même que ça marche. Et naturellement, ben elle appelle la police. Et là, ben les gars du 31, ils commencent à être pas mal écœurés du monsieur qui fait peur à une madame, là. Comment? Ouais. Tu sais, on va se le dire, là, Bruno, Avec Patrick raison. Bissonnette, puis Stéphane, c'est des hashtags ils comptent féministes, là. Ben, hashtag oui. Hashtag allié, là. Puis ça vient même pas mal intense. À un moment donné, le père va carrément Ah oui, il l'invite à prendre un café, puis il dit mais là, si tu retires pas ta plainte, tu sais, un accident, ça peut arriver pas mal vite. » Et là, la dame, elle se lève et elle se met à hurler, appeler la police, quelqu'un me menace. Puis Ouais, elle a des bons réflexes, la madame, là. Ah, elle a vraiment des bons réflexes. Fait que, ben, on appelle la police, puis le monsieur se fait ramener en dedans, puis il engueule encore tout le monde. Et Gilderoy, il est vraiment écœuré. Mais là, le jeune homme, il est libéré avec promesse de comparaître. Puis, revirement de situation, il se fait kidnapper. Hein? Le jeune homme se fait kidnapper, il se fait amener dans un van. Par qui? Et là, dans le van, on le bat avec un sac de poubelle rempli de canettes dans lequel il y a de l'eau gelée. Fait qu'on le bat avec des canettes. Aïe aïe! Puis on fait juste leur pitcher dans la rue, puis le van s'en va. Tu parles d'une idée de torture bizarre. Puis là, le père, après s'être fait parler dans le casque par les gars du 31 qui sont des hashtags alliés, Ouais. ben là, il apprend que ça, c'est arrivé à son fils. Fait qu'il retourne au 31 engueuler le peuple. Puis là, Gilderoy, il est comme « Oh my God, je vais t'arracher la tête avec mes mains. » Puis là, il leur dit « Mon fils s'est fait enlever, puis il s'est fait battre, nanana. » Fait que là, les gars du 31 sont comme « OK, on va enquêter, parce que oui, OK, fine, c'est illégal. » Bon. Fait que là, ils vont voir la professeure, puis ils demandent « Avez-vous des frères, des amis, un copain, nanana? » Puis elle a dit « Non, je suis séparée, j'ai pas de frère, puis j'ai... » Puis ça paraît que cette dame-là, elle a comme rien à voir là-dedans, elle est vraiment paniquée quand on y en parle, puis elle est comme « Oh mon Dieu, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis elle a dit « Ben là, je vais aller chez ma sœur, parce que là, j'ai peur pour ma sécurité, tu sais. » Puis là, les plotlines arrêtent là. Mais là... Et je ne sais pas qui a enlevé le petit garçon, je vous jure, ça finit là. Mais il est encore kidnappé. Non, il a été libéré s'est fait par- battre, puis ils l'ont par les mis en canettes, rue. hein. Puis là, il était à C'est vrai. l'hôpital. Puis là, le père, il va engueuler les gars du 31. Mais ce plotline-là n'a jamais été abouti. Puis ça m'enrage. Qui a enlevé le petit gars? Puis là, je voulais vous demander, parce que ça, c'est la fin de la 4e saison. Ouais. Puis je sais que la fin de la 4e saison, ça a été comme particulier parce que c'était à cause de la COVID. Fait que les derniers épisodes de la 4e saison, ils durent comme 1 heure pour rattraper les épisodes qui n'ont pas pu tourner pendant la COVID. Hmm. Mais
Je sais aussi que la 4e saison, quand je l'ai finie, je venais d'avoir mon vaccin, la 2e dose, puis j'ai eu des effets secondaires vraiment intenses, fait que j'étais un petit peu delirious, je faisais vraiment beaucoup de fièvre, fait que c'est ça que je regardais en faisant de la fièvre. Fait que là, dans le fond, moi, ce que je voulais faire, c'est un appel à tous et toutes. Ouais. J'ai-tu manqué quelque chose? On veut savoir! C'est quoi la conclusion de cette histoire, Puis même, l'autre jour, j'ai soupé chez mes parents, et mon père m'a dit « J'ai une question pour toi », puis j'étais comme « Oui », puis il m'a dit « C'est qui a enlevé le petit gars pour le battre avec des canettes? » J'étais comme « Je sais pas! Je sais pas! Je pense que les writers ont legit oublié cette plotline. » Mais c'est possible, écoute, la COVID, ça a eu des effets sur tout le monde. Mais moi, j'ai une théorie, là. Vas-y. Parce que je pense que son père, c'est comme un méchant trou de cul. Fait que je pense que c'est son père qui a engagé des gens pour faire battre son fils. Mais en même temps, pourquoi je sais pas, il y a de pour l'air... blâmer le district 31. Scared straight, aussi. Peut-être. Ou c'était peut-être les amis Ah, du je gars, crois parce ça. que les policiers leur ont dit comme ça te tente-tu de te faire arrêter pour avoir menti à la police? Je sais pas. Pour vrai, le plotline n'a jamais été abouti. Peut-être qu'ils ont fait comme shit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, Ouais, on va c'est essayer ça. que personne s'en rappelle. Mais moi, je m'en Là, ça va rappelle. faire semblant. Là, Diane, écris-moi un peu de crime@gmail.com. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec cette plotline-là? Ça me hante. On veut le savoir. Tag-le dans le post. Tag-le dans le Ah post. oui, on va le taguer sur Instagram. Luc Dion, what the fuck? What the fuck, Luc Diane? Les Dion, what happened to the kid with the canette? Hein? Je veux savoir. Le Québec de Net. I have to know! Parce Moi, je que suis encore après, stické là-dessus parce que c'est trop le meilleur original de tabasser quelqu'un. Faut y parce penser. que après, il y a comme le dénouement avec Nancy Riopelle, qui était comme l'espèce de big overarching plotline de la saison 4. Mais comme, j'ai jamais eu la conclusion de ça. Mais c'est parce que des fois, ils concluent les cas un petit peu boboches, comme l'ayahuasca, que finalement, c'est juste, à un moment donné, Patrick puis Bruno qui jasent au bar, puis sont comme « Oh, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Oh, il est allé en avant le jeu, puis il est allé en dedans. Ok, cool, ok, bye! » Ok, cool, le kiss fini, bye! Ok, bye, faut qu'on passe au prochain plotline. Yeah, bye. Bye. Alors, aussi, il y a Ça un me writer de District 31 qui veut m'écrire qu'est-ce qui est arrivé avec cette plotline-là. Ou est-ce que c'est parce qu'il faut que je m'accroche dans la 5e saison, mais là, je suis rendue à l'épisode Peut-être. 60 de la 5e saison, puis j'ai toujours C'est rien beaucoup. là-dessus. J'avoue que c'est loin. C'est loin in. Si ça revient comme à la fin de la 5e saison, ça va être un méchant twist. Ça va être un méchant twist. T'attendras pas à ça. Non, c'est ça, pas en tout. Le jeune homme va être devenu un vieillard. Imagine la satisfaction, c'est ça, là, d'apprendre ça, là. En tout cas, merci mon chum pour cette histoire, c'était très intéressant. Ben, c'était pas tant une histoire qu'un appel à la communauté. S'il vous plaît, tous les partners, puis les chums, puis les bonhommes qui nous écoutent. les bonhommes, puis mon homme, puis tous les gens du Grand Montréal. Tous les gens du Grand Montréal, les étudiants de l'Université du Grand Montréal. Si vous pouviez c'est nous ça. appeler ou nous écrire un peu de crime@gmail.com. Sébastien Appelez-nous pas, on a pas de Delorme numéro en de téléphone. particulier, si tu veux m'écrire. Oui. Ah oui, toujours. Tu peux m'écrire n'importe quand, il n'y a pas de mauvais moment pour m'écrire. Vincent Guillaume Otis aussi, tu peux nous écrire quand tu veux, ça va nous faire plaisir de te parler. On voudrait te recevoir à notre podcast. On a une belle place bien chaude pour toi. Alors, Oh, j'ai le goût de faire des jokes, mais je me retiens. OK! c'était les 2 minutes incomplètes Oui. de Babine qui me frustrent et qui m'empêchent de dormir la nuit. Ben, je te comprends. On a le goût de lever notre doigt du milieu. Alors, c'est ce qui conclut les 2 minutes de Babine. Merci beaucoup, mon chum, d'avoir écouté mon rant. C'était plus un rant que les 2 minutes de Babine. Ça fait plaisir, mon chum. Merci. En tout cas, j'espère qu'on va retrouver qui a kidnappé le pauvre petit gars qui s'est fait tabasser avec des canettes. Moi aussi, parce que C'est terrible. ça a l'air de faire mal en s'il vous plaît. Hey, mais en. En tout cas, 10-4, mon chum. Ouais, 14 partner. Yes!